La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des Luttes et des Plumes. On est ensemble pour 2 heures en compagnie des gens que vous avez l'habitude d'entendre ici autour de la table, puisque à mes côtés il y a Talmo. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Bonsoir Talmo, toi ce soir tu vas nous parler d'Alain Damasio qui fait beaucoup parler de lui actuellement. J'ai entendu je sais pas combien de fois sur d'autres radios, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. D'accord, je le lis et je l'aime beaucoup. J'attends d'en savoir un peu plus parce que c'est quelqu'un que moi tu vois je ne connais pas. Ah, mais je t'envie. Je n'écoute pas d'autres radios, faut dire aussi. Il y a Yann aussi, ça va Yann? Ça va très bien Alex. Impeccable. En forme également? Oui, et toi? Moi toujours, oui. Parfait. Bon, et ben écoute, ce soir moi je suis avec vous pour vous parler de Dice City, un petit jeu de dés, un gros jeu de dés d'ailleurs, où il va falloir construire sa cité et devenir la capitale d'une sorte de royaume. Et puis si on a le temps, on abordera le jeu Quicks. Ok. Alors, juste à côté de toi, Damien. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler de Patrick Balkany, puisque c'est aussi quelqu'un qu'on entend sur toutes les radios, dont l'actualité. Donc, c'était mon deuxième choix. Non, on aura les deux. Je sais pas ce que je vais faire parce que je ne sais pas ce que je fais là, tout simplement. Bon, on verra tout ça. Ce soir, une émission un petit peu particulière pour vous qui nous regardez et vous qui nous écoutez, puisque vous le voyez autour de nous, il n'y a pas d'invité, mais à culpa. L'invité, j'ai oublié de le relancer, donc je me suis pris un petit peu tard, mais ce n'est que partie remise, il viendra vraisemblablement la saison prochaine. Donc on a fait ce soir un petit melting pot, on a décidé d'essayer de vous présenter plein de jeux, des jeux qu'on avait prévu de parler, dont on ne trouvait pas forcément le temps, donc on espère, tous les jeux que vous voyez là devant nous, si on peut, on va essayer de vous les présenter. D'en faire un max, hein. On va essayer d'en faire un max, ouais. Mais celui dont on est sûr de parler, en tout cas, c'est le jeu qu'on fait en direct au début de chaque émission, celui qu'on a la chance de recevoir grâce aux éditeurs ou grâce à nos partenaires. Nos partenaires cette année, vous le savez, ils sont 2. Il s'agit du Remue-Ménage à Quimper ou de Sortilège à Vannes. Cette année, dans Des Luttes et des Plumes, si on joue en direct, c'est grâce à nos 2 partenaires. Dans le Morbihan, Sortilège, à Vannes, 4 rue Hoche, quartier de la mairie, votre spécialiste JDS, JDR, JCE, JCC. Dans le Finistère, le Remue-Ménage à Quimper, 5 rue Toul-Al-Laher, quartier de la cathédrale, 10 ans d'expérience au service des joueurs. Alors pour nous permettre de partager avec vous ces moments ludiques, toute l'équipe de Des Luttes remercie Sortilège Vannes et Remue-Ménage à Quimper, nos partenaires du jeu Antenne. Tout à fait, merci à eux. Et grâce à eux, ce soir, on va pouvoir jouer à Sherlock Express. Sherlock Express, c'est un jeu de Henri Kermarek, qu'on a déjà reçu plusieurs fois ici au sein de l'émission, qui a fait des jeux comme Blanc, qu'on a fait en direct aussi, comme Peanut Club ou comme Mission Calaveras. C'est illustré par Bénédicte Amar, qui elle a illustré des jeux comme Fantastic Park, édité par Blue Orange. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties rapides. Vous allez voir, c'est des parties d'une dizaine de minutes. Le but du jeu est simple, il faut aider Sherlock à démasquer les coupables. Pour ça, on va essayer d'utiliser les indices pour trouver parmi les suspects qui est le complice de Moriarty. C'est-à-dire qu'en fait, autour de la table, on va mettre 6 cartes suspects. Alors les cartes suspects se présentent comme ceci, c'est-à-dire il s'agit d'un animal, un panda, un tigre ou un koala. Ils ont certains des chapeaux, certains des moustaches, certains des monocles, certains rien de tout ça, et ils sont derrière un fond, à savoir ça peut être une bibliothèque, un salon, un parc. Et donc le but est simple, on va chacun son tour retourner une carte indice par un point d'interrogation, et si je retourne par exemple le monocle, eh bien tous les gens avec un monocle sont innocentés, exactement. Donc, il n'en reste, par exemple, sur la table ici, il y en a 4 avec un monocle, il n'en resterait que 2 pouvant être les complices de Moriarty. Si Yann retourne sa carte, là, on voit que la personne derrière un parc est innocentée. La seule personne qui correspond, enfin, qui a aucun de ces trucs, c'est celle-là. C'est le panda. Voilà. Donc, le panda avec la moustache et le suspect. Il faudrait taper dessus pour l'emporter. Si, par le plus grand des hasards, les indices faisaient qu'aucun des personnages ne pouvait être coupable, on tape au milieu, Moriarty a agi seul. Et attention, il y a une variante qu'on va utiliser, parce que nous on est des joueurs de ouf quand même,
Si on a 2 fois un indice qui sort, au lieu que l'indice innocente quelqu'un, si par exemple on avait un deuxième monocle, eh bien tous les personnages à monocle deviennent tous coupables. Et là, c'est celui qui tape. Alors là, on n'aura qu'une main parce qu'on a le micro. Mais si on pouvait taper sur le maximum de personnages à monocle, on remporte toutes ces cartes. D'accord. C'est pas ça devient la chose à avoir, mais les autres continuent à écrémer le. Non, c'est tout. Non, ça veut dire que tous ceux qui ont un monocle là sont. Quel que soit, même si le fond exactement. Correspond pas. On oublie tout le reste. Là, c'est vraiment l'indice qui incrimine. Ok. Vous avez compris le principe. Un principe. Simple. Très simple, de la rapidité visuelle, un petit peu de repères dans l'espace comme ça. Alors, ils se ressemblent tous, hein, c'est l'intérêt, le koala, le panda, le tigre. Je propose qu'on commence. Ouais, vas-y. Tu commences ? Allez, c'est parti. Alors là, pour les gens qui ne voient pas les photos, on va quand même le dire. On va décrire. On a 3 pandas, un koala, 2 tigres et ils sont 4 avec un monocle, un qui a un chapeau, un qui a une moustache. Ils sont 4 dans un parc et un qui est dans un salon de thé à peu près. Voilà grosso modo où on en est. Il y en a un dans la bibliothèque aussi. Il y en a un, oui, dans la bibliothèque. Beaucoup d'informations. Non, mais c'est ça, mais voilà. Alors je commence, je retourne une carte. Vas-y. Attention, tac, un chapeau. Donc les personnes avec un chapeau sont innocentées. On y va au rythme qu'on veut au niveau des retournements de cartes. Normalement, on essaye de faire un peu soutenu. Donc moi, c'est la forêt, le les côté personnes paysage, voilà. bucolique, dans un la parc campagne. avec des arbres sont innocentés. Et moi, c'est un monocle. Ah, il reste qu'un panda qui Ok. n'est ni dans la forêt, ni chapeau, ni monocle. Il y en a qu'un qui ne correspond à joué. aucun des éléments présents. Un point Effectivement, pour Damien. c'est le panda à moustache dans la bibliothèque. Damien gagne cette carte. On sort un nouveau suspect et toutes nos cartes repartent à 0. Ok. Et on va commencer avec toi, Talmo, puisqu'on Allez, s'était c'est arrêté. parti. À Et ton moi, tour. j'innocente ceux qui portent un monocle. C'est bien, puisqu'on en a toujours 4, ainsi qu'une moustache. Ah, bien vu, Yann. Yes, je l'ai eu, c'était le tigre au chapeau, le coupable. Hop, un nouveau suspect. Hop. Je dirais que c'est celui qui gagne qui devrait recommencer parce que c'est un petit peu un handicap la première carte. Tu vois, Bon, vas-y, dans l'idée. si tu veux. C'est parce que Talmo n'avait pas encore tiré de La carte. bibliothèque. Donc tous ceux dans la bibliothèque, là, il n'y en a pas. Et on n'en a pas. Mais tous les koalas sont tous les koalas sont innocentés. Ainsi que Chapeau. tous ceux qui portent un chapeau. Chapeau. Et une moustache. Tâche. Ouah, ça continue, ça continue. Donc on continue ou Pour l'instant, oui, parce que c'est quand qu'on tape au milieu quand il y a c'est Moriarty si vraiment tout le monde est innocenté. Là, Ah si oui. on sortait par exemple un monocle. Un monocle, ouais. Moi, panda. Eh ben je Une ressors une bibliothèque. bibliothèque une deuxième fois. Et comme Et- on n'a pas de bibliothèque. Et ben là, c'est Moriarty. Ah, mais tu nous avais pas expliqué ça. Non, mais là, je l'avais pas dit. Mais voilà. On a la bibliothèque qui incrimine forcément personne, donc Moriarty. D'accord. D'accord. Ok, c'est-à-dire qu'à la bout de la deuxième carte où il n'y a plus de possibilités, Exactement. c'est Moriarty. Donc là, on va pas prendre de points. On a fait une petite découverte. Voilà. Donc Damien, Alors, tu il n'a innocentes tous pas ceux de qui ont des monocle. monocles. Il reste Ça en deux fait 4. choix. Moi, les tigres. 4, les tigres. Les Ok. tigres. Waouh. Feu à moustache. Yann Il a a- sauté sur le dernier suspect. Le panda à Alors, chapeau. J'espère que vous, qui avez la chance de nous suivre sur Facebook en vidéo, vous êtes là ce soir, vous êtes présents parce que c'est quand même une des rares fois dans votre vie. Vous allez voir Yann plus rapide que moi. Et ça, il fallait le souligner. C'est vrai Incroyable. qu'à la radio, ça passe moins bien. Alors, le salon de thé. Ok, salon de thé. Ça innocente le panda à monocle. Et le chapeau, mais ça innocente personne. Personne. Les koalas. Les Les koalas. salon de thé. Ah bah non, ils ont. Ok. Bibliothèque. Non, toujours pas. D'accord. Donc on continue. Ah, salon de thé, Moriarty. Ouais. Non, parce que tu as 2 fois salon de Je thé. suis d'accord avec Ah, toi. ouais. Non. Donc du coup, ça incrimine la personne qui est au salon de thé. 2 cartes salon de thé ont été sorties. Puisque là, il y avait une possibilité. Ah, d'accord. S'il n'y en avait pas eu, oui. Ok. Mais là- Ok. Hop, vous avez compris le principe. Allez, on en fait une petite dernière. Hop là. On a à nouveau 6 personnages, toujours 6 suspects. Cette fois-ci, on a 2 tigres, 3 koalas, 1 panda. Et on a toujours 4 monocles. Et voilà, des gens qui sont dans les parcs, des gens en bibliothèque, en salon de thé, avec moustache ou sans moustache. Donc tout est présent. Pardon, je regardais. Vas-y. On innocente les pandas. On innocente pandas. le panda en fait. Ouais, Et on le innocente tigre. les tigres. C'est un koala qui a fait le coup. Le panda. Hop là. Trop loin. Donc une fois qu'on sort un deuxième panda, c'est forcément les pandas
qui sont incriminés. C'est ça. Le panda. Il y en avait qu'un, ouais. C'est ça. C'est pour ça que du coup, il faudrait éliminer tous les pandas. Ne prenez pas ça au sens premier du terme. Dans le jeu seulement. Une autre? Allez, une petite dernière. Allez, Une petite dernière. Vas-y, je tourne ma carte. Donc, le salon de thé. Alors, le salon de thé. Il reste des suspects qui n'ont pas de monocle. Oh là, attends. Si, clac, clac. Vas-y, il faut aller vite parce que sinon ils ont le temps de s'y remettre. Et pas de tigre, c'est là. Hein? Non, c'est pas du tout là. Oh. Ouais. C'était pour vous faire peur. Éliminé. Ouais, c'est bon. J'étais trop vite, mais pourtant il y en a un. Ouais. À toi. Non, il y en a pas du tout. Non, il y en a deux. Je suis éliminé. J'ai été trop rapide. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu joues plus. Bah non. Ce n'est pas la campagne. Je tape là-bas au bout, moi. Moi, je tape là-bas au bout. C'est ça. Ouais, merci Talbot. Bravo Damien. C'est un bon travail d'équipe. C'est un jeu coop en fait. Ouais, c'est ça. La table est marquée un jeu coop. pour les Il n'y a que papates, Damien qui gagne. Donc voilà, alors c'est un jeu rapide, hein, vous voyez. On a dit ça peut se jouer en une dizaine de minutes. Les parties se renouvellent plutôt facilement parce qu'il y a de la rapidité. Ça passe très très bien avec les enfants, ça passe très très bien comme ça en cours de soirée avec les adultes, histoire d'initialiser une partie de jeu. Moi pour l'instant le jeu sort souvent et sort plutôt facilement. Donc on le rappelle, hein, c'est édité par Blue Orange, un jeu d'Henri Carmarek. Sherlock Express, c'est efficace. Oui, c'est rigolo. C'est vrai que ça me fait beaucoup penser à Peanuts Club aussi, dans le sens où voilà, c'est du jeu on pourrait dire qu'on connaît en fin de compte et qui est passé dans la moulinette Carmarek, c'est-à-dire il en a gardé l'essence drôle et speed en fait. Ça parle dans tous les sens, ça part dans tous les sens. C'est à partir d'une base qu'on connaît ou qu'on croit connaître, quoi. Je veux dire, ouais, le jeu de déduction, comme Peanuts Club, c'était le jeu d'enchères. Mais voilà, il a twisté et c'est sorti super drôle, quoi, je trouve. Ça me rappelle un petit peu la gymnastique qu'on peut avoir dans Bazar Bizarre, par exemple. Mais c'est ça, en fait, c'est dans tout ce qui est rapidité visuelle, un petit peu. Ça va être, on va pas tous jouer forcément au même niveau, à la même échelle, et certains jours, on va être plus ou moins efficace. Mais on est dans tout ça, dans le côté où on veut être plus vif que l'autre, plus rapide, et que des fois, on se gourre. Parce que ce que l'on voit, ça correspond pas à ce que l'on fait, en fait. Voilà. Il y a toujours ce petit truc qui, là, 2 éléments identiques, hop, je te chamboule toute la règle qu'il y a, pareil, dans pas mal de ces jeux. Enfin, j'ai trouvé qu'on a eu l'occasion d'essayer. Le petit truc qui te change toutes les règles, tu te bases pas sur Bazar Bizarre, je suis bon ou je suis pas bon parce que je suis pas assez rapide. Ouais, mais il y a toujours le truc qui vient de changer toutes les règles. Alors, ce petit twist qui change la règle, je l'ai dit, c'est une variante, c'est proposé en plus. Il y a plusieurs variantes comme ça, on pourrait même en inventer. Et si on joue avec des enfants plus jeunes, eh bien, cette partie est toute simple. Si on sort 2 fois le même indice, eh ben, c'est simplement que voilà, c'est vraiment ceux avec les monocles sont innocentés. C'est une preuve de plus. Ils sont très très innocentés. Non, mais voilà, ils sont innocentés 2 fois. Mais voilà, on n'est pas obligé de le rajouter si on voit que ça peut créer une complexité que certains n'ont pas dans ce petit twist mental. Oui, mais moi-même, déjà, la première règle, ça m'allait. Hein. Ouais, je sais. Mais tu m'as surpris quand même, t'as été vachement rapide certaines fois. Ouais, mais après, j'étais gêné, quoi. Donc, tu m'as rattrapé. Est-ce que c'était du bluff ou pas? Donc voilà, Sherlock Express, n'hésitez pas, c'est parfait pour commencer une soirée. Alors, l'émission ne se déroule pas forcément comme elle devrait. On est un petit peu dans le désordre ce soir, mais c'est pas grave. Parce qu'après le jeu, par contre, ce qui ne va pas déroger à la règle, c'est la première pause musicale de l'émission. Et pour ça, on va s'écouter The Sherlocks qui vont chanter Live for the Moment. Salut, c'est la voix off de Deludes. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train de suivre le live Facebook de l'enregistrement de cette nouvelle émission de Deludes et des Plumes. Mais si vous m'entendez, c'est surtout parce que je sers de cache-écran. Alors un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en radio, c'est un élément sonore qui vient littéralement masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez votre station préférée et d'un coup vous entendez une pub pour le commerce juste en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur d'une autre ville, d'un autre département ou d'une autre région. Eux, à la place, ils entendront une chanson. C'est ce qu'on fait ce soir, mais dans l'autre sens. Quand vous écouterez l'émission à la radio, à la place de ma voix, vous aurez une chanson. Mais ce soir, pour des raisons de droit d'auteur et pour ne pas que Facebook nous coupe la vidéo en direct, eh bien, il y a ce cache-écran qui sert quand même à vous fournir quelques informations. Par exemple, là, je peux vous dire que dans quelques secondes, l'émission va reprendre avec l'interview de notre invité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de les transmettre à notre invité et de les lire à l'antenne. Allez, ça repart dans 3, 2, 1.
On vient d'écouter The Sherlocks avec Live for the Moment. Des luttes et des plumes. Chaque deuxième et quatrième lundi du mois, 20h, 22h, c'est 2 émissions pour le prix d'une. Une première émission inédite à la radio sur Plume FM 102.1 et www.plumefm.net. Une deuxième émission enregistrée en direct à retrouver en live sur Facebook. Toujours dans des luttes et des plumes, on vient de finir la première pause musicale, on a écouté The Sherlocks et ça nous a permis tout ça de passer notre coup de fil de la soirée parce que oui, qui dit émission sans invité dit qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut dans l'émission et donc on a changé notre recette. C'est vrai Alex ? N'oublions Tu peux me mettre à l'aise ? Allez-y, les gens ne demandent que ça. J'ai plein de sur Facebook, j'ai plein de gigs. Ah mais quand est-ce que Yann va se foutre à poil ? Donc fais-toi plaisir. Eh ben bientôt. Bientôt, ok. Et voilà, c'est dit. Notez-le. Et ce soir, donc le coup de fil qu'on passe. Qui est-ce ? Eh bien, on appelle Eric Jumel. Eric Jumel, l'auteur de Last Heroes. Voilà. Ça va, Eric ? Oui, bonsoir. Ça va, bien. Bonsoir. Alors, désolé, c'est un petit peu tout fouillis dans l'émission, mais l'important, c'est que tu sois là au bout du fil pour nous parler de ton jeu Last Heroes, qui a connu un petit peu bien des, on va dire, des changements au cours de sa maturité. Oui, il a plein de petites, pas des difficultés, mais plein de choses à penser. Et finalement, le plus dur était de trouver le nom du jeu, en fait, parce qu'il a changé plusieurs fois de nom. Ça a été assez épique. Et finalement, c'est devenu Last Heroes. Il a changé plusieurs fois de nom, il a changé plusieurs fois de thème aussi. Nous, on a eu la chance, alors on va faire un petit retour historique, on va profiter d'avoir un petit peu de temps ce soir pour s'éterniser avec toi au téléphone. Nous, on s'est rencontrés à Finistère de Jeux il y a combien ? Il y a 3 ans, je crois, maintenant ? 2 ans. 2 ans. Ça va, doucement les gars. Ouais, je te voyais plus vieux que ça, c'est pour ça. Il y a 2 ans, effectivement, et tu étais venu avec un prototype de jeu qui s'appelait Kulkan. Tout à fait, c'est exactement ça, sur le thème des Mayas. Exactement, il fallait sacrifier des animaux. Et je me rappelle que ça ne t'avait pas trop gêné d'ailleurs. De sacrifier des animaux, non, c'est vrai. Tous les sacrifices me vont. Et la particularité de ton jeu à l'époque, qu'on retrouve maintenant dans Last Heroes, c'était qu'en fait, on jouait un jeu de coopération forcée. C'est ça, c'est le principe du jeu. Et le point principal, c'est un jeu de ressources. Et en fait, les ressources sont communes. C'est-à-dire qu'on met des ressources à dispo de tout le monde. Et on n'a pas le choix quand quelqu'un vient se servir chez toi. C'est ça. Voilà, c'est la collaboration contrainte. Collaboration forcée. Mais d'un autre côté, on est obligé de toute façon d'aller se servir chez les autres. Donc les autres vont être obligés de venir se servir chez nous. Exactement. Ça rapporte des points de se faire prendre des ressources de toute façon. Donc c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Donc Kulkan qui a été au départ vu, donc tu le disais, d'une façon un petit peu thématisée aztèque avec le sacrifice d'animaux. Suite à ça, le jeu devait sortir. Il est sorti chez les Ludonautes et il devait sortir chez les Ludonautes comme c'était prévu. Il devait sortir, je crois, dans la gamme de la légende de Luma. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que quand à l'époque où j'aurais présenté le jeu, ils cherchaient effectivement des jeux pour compléter la gamme. Ils étaient partis pour faire 6 jeux dans l'univers de Luma. Et donc, quand j'ai signé le jeu, de suite, ils m'avaient demandé si j'étais d'accord pour le transférer dans le monde de Luma. Et comme je connaissais un petit peu tout ce qui avait été déjà fait avec les 2 premiers jeux, au Capitaine et Nomade, je trouvais le monde très très intéressant. Donc j'ai dit oui tout de suite, sans problème. Alors effectivement, le monde était très très intéressant. Malheureusement, on sait les déboires que la gamme a rencontrés et que finalement la suite n'a pas pu sortir. Et je dirais, alors, une malchance pour Cédric et pour les Ludonautes, mais une chance pour nous parce que quand on voit le résultat sur un jeu comme Last Heroes, au niveau du graphique, il claque carrément. Il a fallu combien de temps pour imaginer un petit peu ce côté graphique au jeu ? En fait, à partir du moment où la décision a été prise de finalement ne pas sortir Last Heroes dans la gamme de Luma, mais en faire, on va dire, un jeu standalone, on avait déjà de toute façon rethématisé en un combat contre des monstres.
Ça déjà dans Luma, c'est ce qui était prévu et on avait dit ok, on va se battre contre des monstres. Et quand on a abandonné le monde de Luma, Yann Parovel, qui était le directeur artistique à l'époque, a eu l'idée de faire du comics, en fait imitation comics, mais avec un bestiaire qui est un peu plus heroic fantasy. Donc c'est ce mix-là qui a donné l'idée principale du thème. Et quand Yann est allé trouver Romain Gachet, il se connaissait d'avant. Il savait que Romain était capable de dessiner ce type de bestiaire. Et après, de ce que j'en ai vu, puisque j'ai pas forcément suivi toute la partie illustration, c'est allé quand même assez vite. Les dessins sont venus assez vite, il y a eu très peu de retouches. Ouais, je vais dire, même pas, je pense qu'il n'y a même pas eu 3 mois pour faire des illustrations. Alors effectivement, hein, on est dans un jeu, on va dire, comme tu le disais, avec des monstres, puisque le but du jeu, on est des, comment on dit, des héros, ouais, des combattants en fait, et on doit aller fermer des portails. Et par ces portails ouverts passent des vagues de monstres, et donc il faut réussir à éliminer la première vague, la deuxième, la troisième, pour fermer un portail et récupérer des points. C'est pour ça qu'on va avoir besoin pour chaque monstre d'un type de munitions adéquate, et les munitions ne sont pas forcément chez nous, on va devoir aller se servir dans les armes des autres pour s'aider à leur tirer dessus, quoi, et à marquer un nombre suffisant de points pour les éliminer. Tu me dis si je me trompe, hein, on est... C'est à peu près ça. On a chacun des armes, effectivement. Il faut qu'on arrive à charger des armes spécifiques pour tuer les monstres. Et comme on est un petit peu newbie, c'est la première fois qu'on va se battre, on a oublié de charger nos armes. Donc il faut qu'on trouve des munitions sur les chargeurs des autres joueurs. Et après, effectivement, il y a trois niveaux dans l'armée. Et l'autre petit côté coopératif contraint, c'est que quand on tue un monstre à un certain niveau, on ouvre une brèche au niveau du dessus, et le monstre du niveau supérieur devient plus facile à tuer. Donc on va se retrouver encore une fois à faire le choix entre aider les autres pour nous aider, mais sans trop les aider, parce que si on les aide trop, ils vont passer devant nous, puisqu'à la fin il y aura toujours de toute façon qu'un seul vainqueur. Oui, c'est ça, oui. À la fin, de toute façon, c'est du coopératif forcé, mais avec la coopération s'arrête là, quoi. Il n'y a quand même qu'un vainqueur à la fin du jeu. Et c'est pas un collaboratif au sens où personne ne perd contre le jeu. Il y aura toujours un vainqueur. Oui, il y aura toujours un vainqueur. Oui. Exactement. Et donc, effectivement, tu le disais, on retrouve un bestiaire fantastique, puisque, par exemple, on voit sur la boîte ou sur le livret de règles, pour les combattants, on a des monstres, on va dire, enfin, des monstres à grandes dents avec des cornes, mais on peut retrouver des hommes-loups, un petit peu, comme des Skaven. On peut retrouver des Tyranneuils, pour ceux qui pratiquent un petit peu le jeu de rôle, tu vois, ces personnages un petit peu globuleux, aux multiples tentacules. Et est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça a dû être réfléchi de partir sur un visuel un petit peu, on va dire, un petit peu moins enfantin, parce que c'est un petit peu plus rentre dedans quand même là sur la couverture. Je pense que entre guillemets, le fait de sortir du monde de Luma nous a finalement libérés. On s'est lâché, on allait jusqu'au bout des choses. Effectivement, on est allé sur un côté un peu plus, alors je vais dire gamer. Oui, en termes de dessin, c'est un jeu un peu plus gamer, un peu plus adulte, un peu plus moins adolescent, on va dire. Effectivement, on a même eu à réfléchir un peu, par exemple, sur les monstres féminisés, pour éviter qu'il y ait trop de parties visibles de ces monstres féminisés. Et c'est pour ça que sur la boîte, d'ailleurs, on a mis 14 ans et plus. C'est plus par rapport au graphisme en tant que tel que par rapport au jeu. Au jeu, oui. Un enfant de 9-10 ans peut y jouer sans problème. Mais pour le coup, c'est clairement voulu et on l'a assumé. On avait envie de se faire plaisir sur le bestiaire. Moi, en plus, je suis rôliste à la base. Donc, c'était un vrai plaisir de voir, sous la plume de Romain et l'idée de Yann, tous ces monstres. Et j'ai même réussi d'ailleurs à en imposer 2, le fameux Eye of the Beholder que tu mentionnais, et bien sûr mon Cthulhu de base. Il m'en fallait absolument, quoi. Alors, je reconnais que moi qui suis un petit peu pour ce genre de choses, c'est-à-dire j'en ai marre un petit peu que tout soit blanc, rose, et de vivre dans un monde de bisounours. Et en tant qu'adulte, j'aime avoir des jeux
avec une gueule d'adulte par exemple. Alors certes on peut y jouer à plus jeune, mais moi ça me fait plaisir d'avoir d'avoir enfin ce genre de visuel, des trucs plus percutants où tu te dis bon bah voilà, c'est un jeu où on va fighter du monstre, et ben on voit qu'il y a du monstre et on comprend que ça va fighter quoi. On arrête de tout englober avec des arcs-en-ciel en disant oui mais en fait on tire des bonbons. donc moi je suis complètement client de ce genre de graphisme et de ce genre de jeu. Et voilà, il est sorti il y a combien de temps là chez Ludonote? Il est sorti à Essen l'année dernière. Et après il est sorti quelques semaines après en boutique, et début novembre en boutique en France, et début décembre aux États-Unis. D'accord. Est-ce que c'est un jeu sur lequel il peut y avoir des suites ou des extensions ou pas du tout? C'est une bonne question. J'ai jamais réellement réfléchi. Après, il pourrait y avoir, il y a des pouvoirs, il peut y avoir des pouvoirs différents, des monstres différents. On peut imaginer quelque chose d'additionnel, mais de là à changer profondément la nature du jeu, comme pour moi devrait le faire une extension, je ne sais pas. Mais à vrai dire, j'y ai jamais pensé. D'accord, donc c'est pas du tout à l'ordre du jour. Non, par contre, ce serait plus logique, puisqu'on s'était laissé la porte ouverte avec les Ludonotes, de faire un autre jeu sur des monstres, avec un univers comics. Il y a bien marqué numéro 1 en haut à gauche. C'est vrai. Donc, Eric, c'est Yann. Donc, je fais un appel du pied à Cédric au passage, on ne sait jamais. S'il écoute. Eric, du coup, moi, je voulais te demander, parce qu'on parlait tout à l'heure du côté graphique qui se rapprochait vraiment du comics, on en prenait tous les codes, et vous avez été jusque, alors je ne sais pas si toi, tu y es pour quelque chose dans ça, mais tu peux peut-être nous en parler. Dans la règle du jeu, c'est aller très loin en reprenant les graphismes et les codes d'une bande dessinée, parce que les règles sont expliquées comme une bande dessinée. Ça, c'est un travail qui a dû demander quelque chose de, enfin, un peu de talent, de synthèse et de rédaction, un vrai non? boulot d'écriture. Ouais. Alors, il y a eu effectivement l'écriture des règles en tant que telle, et après c'est Yann qui a eu cette idée-là et qui s'est, je pense, bien arraché le peu de cheveux qui lui restait pour arriver à faire ce livret de règles en mode BD, pour que ça reste lisible, mais que de nouveau on retrouve tous les codes de la BD avec les onomatopées, les découpes de pages. Donc il y a eu un très très gros travail là-dessus de la part de Yann. Moi j'ai eu la chance de pouvoir écrire en fait le prélude, l'explication, en fait toute l'histoire tant que telle, de proposer de faire ça en mode un briefing de l'armée en fait, des Last Heroes. Encore une fois c'est mon premier jeu édité, mais j'ai vraiment eu la chance de tomber dans une équipe formidable, et c'est une vraie aventure humaine, et tout le monde a travaillé de concert ensemble, main dans la main, à proposer des idées, et c'est vrai que je pense que le jeu, le produit final montre bien l'entente qu'il y a eu entre tout le monde, et encore je vous parle pas de tous les private jokes qui sont cachés un peu partout dans le jeu, mais il y en a quelques-uns. Ouais, je me doute, il faudrait faire le tour de toutes les cartes, ou voir vraiment toutes les pages une par une, et puis malheureusement on n'était pas aux réunions, donc il y a forcément des choses qui nous échappent. Alors on a bien compris qu'il y avait eu un vrai travail, un vrai échange et une vraie collaboration sur Last Heroes. Est-ce que du coup, toi, puisque tu le disais, c'est ton premier jeu édité, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait d'autres jeux Eric Jumel qui arrivent par la suite? Est-ce qu'il y a des choses en suspens, soit qui sont concrétisées, soit qui devraient l'être? Alors, il y a un deuxième jeu qui est signé et qui devrait être en fin 2020, je pense, j'espère. Je croise les doigts. C'est un jeu, alors là pour le coup je change un peu de type de jeu, c'est un gros jeu type pose d'ouvrier sur les thèmes des grandes explorations au début du XXe siècle. Voilà, donc avec pas mal de recherches historiques, 48 sites archéologiques déjà découverts à l'époque. Donc bon, c'est mon bébé en fait. C'est le premier jeu que j'ai commencé à faire quand je me suis lancé dans la création. D'accord. Et puis j'ai un autre jeu aujourd'hui qui est en co-création, qui tourne chez un éditeur. On va dire, on échange depuis un certain temps ensemble sur le sujet. On se cherche, on va dire, pour essayer de trouver le bon équilibre sur le jeu. Donc on croise les doigts, on va revenir là avec une nouvelle version, à lui présenter dès qu'on peut, peut-être PEL, on verra.
Et puis après, j'ai toujours un certain nombre de protos, comme les 3 que j'ai présentés à Toulouse ou à Finistère de Jeux cette année, que j'ai sous le coude, que je fais tourner, que j'essaie de finaliser, que j'ai déjà présenté avec quelques éditeurs. On croise les doigts comme tout auteur. Bien sûr. Et oui, j'aimerais bien qu'un deuxième jeu sorte. Ce qui va être le cas, puisque tu disais, même si c'est 2020, il y a déjà des choses de concrétisées en cours, donc ça c'est plutôt une bonne chose. T'as toujours voulu créer des jeux, toi, ou puisque tu disais ton premier jeu, ton bébé, c'est un jeu de pose d'ouvrier, un peu d'exploration, tu parlais de sites existants. Est-ce qu'il y a un travail de documentation aussi là derrière? Est-ce que tu as voulu créer des jeux parce que tu cherchais une mécanique? Est-ce que c'était parce que tu voulais livrer quelque chose qui te tenait à cœur? Des fois on fait un jeu parce qu'on voudrait parler d'un sujet et que c'est un des moyens de faire passer son message. Alors à la base j'ai toujours créé, mais plutôt dans l'univers du jeu de rôle en fait, où j'ai écrit pas mal de scénarios, j'ai écrit des murder parties. Actuellement, je suis organisateur dans une association qui s'appelle Celtiana, où on fait du jeu de rôle grandeur nature, où où j'écris les personnages, les histoires, on est un groupe d'auteurs, on s'amuse très très bien. Et puis il y a, donc on va dire 3 ans maintenant, je me suis dit je sais même plus d'ailleurs comment c'est venu, je vais créer un jeu. Et de suite j'ai eu envie de faire les grandes explorations du début du 20e, parce que je trouvais les explorateurs vraiment des aventuriers quand on voit les conditions dans lesquelles ils allaient s'enfoncer en Afrique, en Amérique du Sud. Je trouvais ça, pour moi c'est des héros, c'est les derniers héros presque. Avec les on va dire les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, c'est des gens qui étaient vraiment passionnés, qui avaient vraiment envie quoi. Et ça m'a attiré, et en fait c'était plus le thème au départ, et du thème j'ai construit toute la mécanique autour, et j'ai cherché à chaque fois des mécaniques qui s'accordaient parfaitement avec le thème et qui étaient justifiées. Donc oui, c'est plus parti, on va dire, pour ce jeu-là, du thème, alors que pour la styrose, c'est plus parti de la mécanique, où j'avais envie de faire un jeu de ressources, parce que j'adore les jeux à ressources. Et là effectivement, pour trouver quelque chose d'innovant, de novateur, c'est assez compliqué. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'un coup de dire si on mettait les ressources à dispo de tout le monde et que les gens pouvaient venir s'en servir sans demander l'avis quoi. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, des fois avec une bonne mécanique, on peut mettre la thématique que l'on veut, puisque tu disais tu es parti du monde des Aztèques pour arriver au monde futuriste des super-héros qui vont fighter du monstre. Donc voilà, et pour notre plus grand plaisir, je le répète, mais voilà, Last Heroes, n'ayez pas peur du visuel, le jeu le vaut bien, jetez-vous dessus, et puis si vous avez la chance de rencontrer Eric au cours d'un salon, c'est quelqu'un de très abordable, donc n'ayez pas peur, même si son dernier jeu auquel nous on a joué parle de Jack l'Éventreur, voilà, c'est quand même des jeux qui sont très bons. Enfin, à chaque fois qu'on en a fait un, moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir, dont Crimbet, ton prototype, ou l'autre qu'on n'a pas pu tester mais qui paraissait tellement joli. Merci beaucoup Eric d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Merci à vous, et pareil, si vous rencontrez ces messieurs dans un salon, allez les voir, ils sont très abordables, pas trop tôt dans la journée parce qu'ils sont un peu fatigués, mais après ils carburent à fond, donc des gens super sympas. Je vous fais la promo les gars. Merci beaucoup, à très très bientôt. Ça marche, merci. Salut ciao. Eric. Il est charmant ce garçon. Oui, non, mais tout à fait. On a passé un bon moment avec lui. Il était à Finistère de Jeux en fait il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai qu'on a passé des bons moments avec lui. Et il est plein d'idées, il est très créatif. Je pense qu'on n'a pas fini de voir sortir des jeux parce que ce qu'il fait, c'est bon. C'est ça. Alors, on triche un petit peu. C'est vrai que malheureusement, sur certains salons, on n'a pas le temps de voir tout le monde et de voir tous les jeux qui sont présentés, même si on aimerait pouvoir avoir 15 jours que pour nous, où les gens viennent, style The Voice du jeu, où nous, on n'est que les jurys, on voit tout passer. Mais ça c'est pas possible. Et donc, on s'oriente vers des gens qu'on connaît déjà, parce qu'on avait eu la chance de le rencontrer effectivement il y a 2 ans, parce qu'on avait déjà vu ce qu'il proposait avec Kulkan, ce que c'était devenu ensuite, et donc on savait ce qu'il était capable de donner, donc on savait qu'on partait sur une valeur sûre. C'est pour ça que je dis qu'on triche un petit peu.
Il nous a accompagnés même sur les jeux qui n'étaient pas de lui en fait. On est resté avec eux tout le week-end quasiment quoi. On a testé ensemble d'autres jeux. C'est ça. On fait confiance aux amis d'amis. C'est qu'en plus d'être un bon auteur prolifique, c'est un bon guide touristique. C'est un bon joueur. Voilà. On va passer à la deuxième pause musicale de l'émission. Ah bah non, pardon. Je dis ça parce que d'habitude, cette période de l'année, tu vois, on fait ça parce que Damien est jamais là. On est obligé de trouver des gens qui poussent les boutons à sa place parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Mais là, t'es là, pardon. Oui, c'est vrai. Donc, chers auditeurs, chers amis, chères auditrices, je dois vous avouer un truc. Vous avez bien de la chance ce soir, il faut le dire quand même. De la chance qu'on soit tous là ou presque, parce que bon, faut dire, c'était pas gagné d'avance. C'est vrai que bon, les beaux jours reviennent, enfin, on pourrait dire. Et c'est quand même pas propice à démarrer l'émission à l'heure, voire à pas démarrer l'émission tout court. C'est ce qui a failli nous arriver ce soir. Il y a toujours des amis qui passent à l'improviste, l'apéro qui se prolonge, ou tout simplement pas envie de venir s'enfermer 2 heures dans un studio alors qu'on menait 12 à 8 à la pétanque et que le 13e était par terre. Bref. C'est déjà pas gagné qu'on ait un invité, la preuve, mais alors des animateurs, encore moins. En plus de ça, la dernière fois, il n'y avait pas de courrier des auditeurs et mon petit doigt me dit que la fois prochaine, il n'y en aura pas non plus. Mais le pire, c'est la faute à Finistère de Jeu, c'est que d'habitude, moi à cette période, comme disait Alex, je suis jamais là. Généralement, chaque année, c'est la période où je pars en voyage organisé par la Sécu. Alors il y a 4 ans, avec ma femme, on a visité la maternité de l'hôpital pendant une petite semaine. On n'a pas pu tout voir, donc on y est retourné il y a 2 ans. L'année dernière, pareil, milieu de printemps, on a visité les urgences pédiatriques, une petite semaine aussi, pour avoir bien le temps de tout voir, quoi. Et donc là, j'avoue, me retrouver ce soir à la radio, à cette saison, je suis un petit peu déphasé, d'autant que le reste de la semaine, la radio, elle n'est pas là non plus pour m'aider. Et j'ai pris l'habitude là depuis septembre d'écouter Radio-Canada le midi, donc pour eux il est 5h du mat, ils disent oui, les températures remontent, il fait un petit -15 mais vous inquiétez pas, dans quelques heures il fera -5, ça sera la canicule du côté de la Naudière. Bon, moi d'un autre côté à ce moment-là je suis en tongue dans mon jardin à l'apéro, j'écoute ça d'une oreille distraite, ça me fait un petit peu comme quand tu lis un bouquin alors que tu conduis en même temps et que, ou quelqu'un d'autre conduit à ta place, bref, ça te file le mal de plein de choses. Bref, ça aide pas à préparer sa journée normalement, mais en plus de ça, figurez-vous que vendredi dernier, là, juste avant de rendre l'antenne, ils disent « Et n'oubliez pas, ce week-end, c'est la fête des merles ». Alors ça s'est glissé comme ça dans mon oreille. Des mères. Ça s'est glissé sans que je me rende compte dans l'oreille. Et figurez-vous que cette anecdote tombe à l'eau, en fait je viens d'y penser parce que le temps que l'émission soit rediffusée, forcément la vraie fête des mères elle sera déjà passée à l'antenne. Mais si vous écoutez le direct de Facebook ce soir, vous comprendrez quel était mon sentiment à ce moment-là, parce que moi la radio vient de me dire n'oubliez pas, ce week-end c'est la fête des mères. Alors résultat, moi j'ai passé mon samedi à courir les magasins pour trouver un bouquet de fleurs pour ma mère, et j'ai retourné la chambre des gamins pour essayer de trouver un collier de nouilles qu'ils auraient fabriqué à l'école pour la leur, et rien du tout, que dalle, c'est gonflé, non? Alors bon, oui, ça a l'air bête comme ça, mais je vais vous dire quand même, dimanche matin je me suis réveillé en sueur, j'étais tout stressé. Et pourquoi? Pour rien du tout, La fête des mères au Québec c'est 15 jours avant la nôtre. Mais je devrais être habitué parce qu'ils m'ont déjà fait le coup pour le changement d'heure, puisqu'ils sont passés à l'heure d'été 15 jours avant nous. Résultat, j'ai avancé toutes les montres comme un imbécile, alors que nous c'était que 15 jours plus tard. Et je vous dis tout de suite, si pour la dernière de la saison, le 24 juin, vous me voyez arriver avec des feux d'artifice et des choses comme ça, c'est que j'aurais pas encore écouté la bonne radio et que je me serais planté de jour de fête nationale. Voilà, ils ont toujours 2-3 semaines d'avance. Bon, ça c'est mes petites histoires, je sais qu'ils n'intéressent personne, mais bon, faut le dire, aujourd'hui on est face à des grands problèmes existentiels, le prix du gazole qui augmente, la baisse des salaires, la 6e extinction massive des espèces, quoique on est tellement rediffusé dans longtemps que ça se trouve d'ici là on en sera à la 7e, je sais pas. Bref, moi je vais vous dire quand même, ça me fait quelque chose tout ça, Je suis pas insensible à l'écologie non plus, J'essaie de couper l'eau quand je me lave les dents. D'ailleurs, je fais même mieux, j'arrête d'utiliser l'eau quand je me lave les dents. Je vais vous dire, je fais encore plus simple, Je me brosse plus les dents parce que c'est du plastique. Je croque des oignons. Ça élimine la plaque et ça renforce les mailles. Ça plaît à ta femme. Ouais. Mais bon,
moi, je dois dire que quand même à la maison, je vois autour personne ne prête attention à tous ces petits gestes. Hein. Ma propre famille, tu te rends compte, ma propre famille. C'est simple, en ce moment, je passe mon temps à leur expliquer aux enfants qu'il faut éteindre la lumière quand on quitte une pièce, mais ça rentre pas. Il faut toujours passer derrière eux pour éteindre. Là, leur dernière lubie, c'est de laisser le frigo allumé. Moi, à chaque fois que je passe derrière eux, que j'ouvre le frigo après eux, il est allumé. Tout le temps. Ça m'énerve, ça, j'arrive pas à leur faire comprendre. Bon, alors oui, ok, c'était le courrier des auditeurs. Hein. Normalement, cette rubrique, je sais, c'est pas le courrier du cœur. Mais bon, voilà, ça aussi, c'est sauver la planète. Hein. Je fais encore mieux que d'utiliser le recto et le verso des feuilles pour brouillon. Hein. C'est que j'utilise le recto pour écrire le courrier des auditeurs et mon journal intime. Donc des fois ça fait un petit peu mélange des genres. Mais bon, au moins, moi, je suis venu, hein, pas comme l'invité. Alors vous savez quoi, pour l'année prochaine, je vais faire simple. Hein, je vais encore appeler ma sécurité sociale pour voir ce qu'elle a à me proposer. Parce que si c'est comme ça, en plus j'ai entendu parler d'un nouveau service chirurgie ambulatoire. Et ma foi, j'avoue que je me laisserais bien tenter par le dépaysement. Merci beaucoup Damien pour ce courrier des auditeurs. Faudrait que tu ramènes des diapos de tes voyages à chaque fois. Ouais, des radios. Ouais. C'est ça. Puis c'est super radiophonique. Donc des échantillons d'urine, tout ça. Eh bien, malgré tout ça, je l'ai annoncé tout à l'heure et on arrive quand même au moment de la deuxième pause musicale de l'émission parce que on fait les cons, mais le temps passe. Exactement, mais on se fait bien plaisir quand même. Et puis en l'honneur de notre appel téléphonique de Eric pour son Last Heroes, on va s'écouter Bruce Springsteen qui va nous chanter Local Hero. Salut, c'est encore la voix off de Deludes. Bon, vous avez compris le principe, hein. Les chansons, on n'a pas le droit de les diffuser pendant le live Facebook pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien à leur place dans l'émission lors des différentes diffusions radio de cette émission de Deludes et des Plumes. D'ici là, moi je vais continuer à vous distiller comme ça quelques informations utiles pour la suite de l'émission, ce qui va permettre à nos animateurs et nos invités de souffler un petit peu et de préparer la deuxième heure de Deludes avec, comme d'habitude, vos rubriques que sont le coup de fil, les présentations de jeux, les présentations d'univers et la suite de l'interview de nos invités. Tout ça, vous pouvez aussi le commenter en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de transmettre vos questions, de les lire à l'antenne et pourquoi pas, si on peut, d'y répondre. Faut bien qu'il y ait un avantage à ne pas avoir de chansons, on vous permet d'interagir dans l'émission en direct. Et puisqu'on parle du direct, je pense que tout le monde a largement fait sa pause et qu'il est temps de repartir dans l'émission dans 3, 2, 1. Et on vient d'écouter Bruce Springsteen qui nous chantait Local Hero. Le week-end à la radio, c'est le marathon des luttes. Vendredi 14h sur Plume FM, 18h sur Radio D4B, 19h sur BLP Radio, le samedi soir sur Radio Goéland et le dimanche en fin d'après-midi sur Radio Évasion. Si avec tout ça vous n'avez pas trouvé un moment pour nous écouter, rendez-vous sur le site deluttes.com pour retrouver tous les podcasts DLDP. Toujours dans des luttes et des plumes, on vient de terminer la première partie de l'émission, on va enchaîner la deuxième et on vous promet à vous qui nous écoutez qu'on va tout faire pour éviter les chansons avec des titres anglais dorénavant, surtout si c'est Yann qui doit les annoncer. Ou alors vous me payez des cours d'anglais. C'est ça. Ou alors on te paye des cours d'anglais. Bon bah ok. Challenge accepted. Donc, c'est le moment où, là, comme on fait ce qu'on veut dans l'émission, on a déjà passé notre coup de fil, donc on va passer directement à la présentation des jeux. Et justement, je crois que Yann a un jeu à nous présenter. Dans Deludes, on fait attention à bien rester objectif et surtout, on essaye de ne pas céder aux sirènes de la publicité. Salut! Tu joues à quoi? À Dice City. Dice City? Mais non, à Dice City. Ah oui, Dice City. J'ai entendu la pub à la radio. La pub? Mais t'es sûr que c'était bien? Ouais, c'était un write and roll, c'est ça? Bah non, pas exactement, non, c'était plutôt... Oui, attends, comment ça faisait déjà? Construis Dice City. Ouais, c'est ça. Construis Dice City. Construis Dice City en write and roll. Oh, mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Non, attends, regarde, je l'ai même enregistré sur mon téléphone, tiens, écoute. Oui, bon, mettons les choses au clair. Ça, c'est pas une pub, c'est une chanson du groupe Starship de 1985. Et le mieux, pour comprendre Dice City, c'est d'écouter les pros en parler. Alors, à toi Yann. Eh ben oui, je vais vous parler de Dice City ce soir. Donc c'est un jeu qui est sorti en France, qui est d'abord sorti en anglais.
Et il y a une VF depuis une bonne année, là, à peu près, qui est sur nos étals. Et c'est un petit jeu fort sympathique. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Vangelis Bagiartakis. Il a travaillé sur Kitchen Rush, Le Temps des Moissons ou Freedom, et illustré par le Gang Studio. Donc eux, ils ont travaillé sur des jeux comme Android Netrunner, Charleston, Kitchen Rush aussi, Hightsons End, et Smash Up, le Même pas mort. Même pas mort. Même pas mort, c'est ça. L'extension pour le jeu, ouais. Alors c'est édité par un groupement de 3 éditeurs, Boom Boom Games, Alderac Entertainment Group et Artipia Games, et c'est distribué par Novalis. Ça se joue de 2 à 4 joueurs pour des durées de partie de 45 minutes, 1 heure, suivant... On est dans du bon jeu déjà. Ah oui, c'est 1 heure. Oui, après, voilà, ça dure... D'ailleurs, ça sera un peu dans les critiques. Il a un petit côté un petit peu longué finalement par rapport à ce qu'il propose. D'accord. Même si il est plein de petits trucs très sympathiques que je vais vous expliquer tout de suite. Donc ce jeu, il est... Alors déjà, il a une particularité, c'est qu'on a des... Comment ça se passe quand on ouvre la boîte et qu'on installe le jeu? On a devant nous un plateau individuel. Attends, je vais le faire, Yann. Donc on a un grand plateau individuel. Merci Talmo. Donc on a un grand plateau individuel qui représente des colonnes et des lignes. Et donc sur ces lignes, ça va correspondre à une couleur de dés. Donc on a aussi 5 dés en main de chaque couleur, un rouge, un bleu, un jaune, un blanc et un noir. Et donc dans nos colonnes, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On jette nos dés tous ensemble et on va pouvoir donc installer nos dés tous en même temps. Donc là, c'est une partie du jeu qui se fait en simultané. D'accord. On va les positionner sur les différentes cases de notre tableau qui représentent des petites cartes. Ce sont nos cartes de base finalement qui vont nous permettre de réaliser tout un tas d'actions. Donc c'est un jeu où il va falloir construire une ville et pour ça il faut des ressources. Donc forcément on est sur un jeu comme ça de gestion on va dire, mais avec une bonne part quand même de hasard. Faut pas avoir peur du lancer de dés. C'est ça, mais c'est ça aussi qui fait le sel dans ces jeux-là, c'est le côté j'ai besoin du bois, bah bouffe, tant pis. Tu auras encore de l'arbre, enfin tu auras encore de l'eau, tu auras encore un truc que tu veux pas, mais... Exactement, t'as pas un contrôle absolu. Tu vas pouvoir mettre une orientation, aller dans un sens de développement par exemple, partir peut-être sur un côté un peu plus guerrier, et finalement au lancer de dés, ça va pas se produire autant que tu le voulais, il va falloir réadapter une autre stratégie pour aller marquer des points de victoire. Et surtout, j'ajoute une petite chose, c'est que des ressources, tu peux pas vraiment les stocker et les thésauriser, quoi. Tu as le droit à une ressource de chaque type, mais si t'as pas dépensé à la fin de ton tour, tout retourne en banque. Parti. Alors, tu as le droit à plus qu'une ressource. Tu as le droit qu'à une ressource à la garder à la fin de ton tour de chaque type. Oui, c'est ça. Mais après, pendant ton tour, tu peux en avoir tout un tas qui vont te permettre d'acheter des cartes qui coûtent plus cher. Tu dois dépenser au maximum car à la fin de ton tour, tu en garderas Il y a toujours cette idée-là. Effectivement, à la fin de son tour, tu peux pas garder, stocker plus qu'une ressource de chaque type. Et si je peux juste me permettre, pour les gens qui ne voient pas le plateau quand même, tu l'as bien décrit, mais il faut juste te dire que pour compenser un petit peu ce côté aléatoire, je vois que on retrouve plusieurs fois les mêmes certaines mêmes cases, tu vois. Petite maison se retrouve dans différentes lignes, à différentes. Oui, alors c'est pas ça qui va compenser le côté aléatoire. C'est plutôt une petite mécanique du jeu que je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans ma chronique, qui permet justement de réduire ce côté un petit peu aléatoire des choses. Donc pour le jeu, donc on a ça devant nous là. C'est pas ce que j'ai dit. Non, toi tu as expliqué en fait qu'il y avait plusieurs fois les mêmes cartes sur le plateau, mais en fait on va pouvoir moduler un petit peu ça en faisant des sacrifices. D'accord. Donc ensuite on a aussi tout un tas on a le marché, on a les brigands et on a les bateaux. Donc ça c'est des moyens d'améliorer. Alors le marché va nous permettre d'améliorer notre ville, faire des points de victoire, quoi. D'acheter. Le marché, non, il va permettre d'acheter des bâtiments. Il va permettre d'acheter des bâtiments qui vont produire plus de ressources, qui vont te permettre de changer des ressources en d'autres ressources, qui vont te permettre des petites choses comme ça, peut-être de faire un peu plus de stock. Voilà, c'est vraiment dans les capacités des bâtiments. Après, tu as des cartes de base qui sont génériques à tout le monde. Celle-ci, c'est en haut du marché. Je ne sais plus très bien comment s'appelle ce lieu, mais tu as 4 cartes et qui vont te permettre, c'est la mine, tu vas pouvoir multiplier aussi, avoir plus de ressources. Donc, c'est des petites cartes comme ça qui vont te permettre de gagner en productivité. Tu as des cartes brigands. Alors, ces cartes brigands, là, c'est avec le côté armée. Donc là, on va le côté guerre. Il va falloir donc avoir des points des points d'armée qui vont nous permettre d'aller taper sur les brigands. Et quand on a sur les cartes brigands, il y a un petit bouclier en bas à gauche qui correspond à leur défense.
Quand on a assez de points de combat pour pouvoir atteindre le chiffre sur le bouclier, on gagne la carte et elle nous donne autant de points de victoire. Pardon. Et on a aussi les bateaux qu'on va pouvoir envoyer. Donc là, ça va demander des ressources, un certain nombre de ressources qui, pareil, vont rapporter 2, 5 ou 10 points de victoire, suivant les bateaux et suivant si c'est des gros bateaux. Et donc ça, c'est une autre façon d'aller marquer des scores, d'aller marquer des points. Donc, on a placé nos dés au départ sur le plateau, et quand c'est à son tour de jeu, on va faire la récolte. Et donc on va prendre, si je l'ai placé sur une ressource, s'il a été placé sur une ressource pierre, je vais prendre une pierre, une ressource bois, une bois, et je vais faire mon petit stock comme ça de ressources. Si on arrive sur une case avec une petite épée, qui correspond à nos points d'armée, on va pouvoir comme ça accumuler des points d'armée qui vont donc nous permettre d'aller taper soit sur les brigands, soit sur les autres joueurs. Il est là le petit côté interactif, parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup développé lors de mes parties. C'était pas très rémunérateur quand on a joué. Parce qu'on n'a jamais orienté nos stratégies non plus. On n'a pas eu envie d'orienter nos stratégies vers ce côté guerrier un petit peu. On l'a essayé, je crois. Mais pas vraiment, non. Piquait une ressource ou... Non, pas vraiment. On n'a jamais boosté et optimisé pour vraiment aller prendre les cartes de guerre, les bâtiments qui nous permettent d'avoir plus de bâtiments de guerre. Donc ça, c'est vraiment une stratégie que j'ai pas essayé. Mais c'est vrai qu'il se prête plus à se construire sa petite ville dans son coin qu'à avoir des gros échanges stratégiques. Par contre, si on décide d'aller taper quand même sur l'adversaire, et ben donc on va lui bloquer son bâtiment, il va plus pouvoir produire, s'il tombe dessus avec son dé, il va plus pouvoir produire de ressources, il va plus avoir de bénéfices, et donc ça va l'handicaper. Et on va ramasser aussi, nous on va gagner des points de victoire, parce que sur chaque carte bâtiment, on a... Alors là, c'est pas une carte bâtiment, mais donc c'est pas grave. Mais sur chaque carte bâtiment qu'on peut aller taper chez l'adversaire, il y a un bouclier et il y a à droite des points de victoire qui vont nous être attribués pour un type de bâtiment. Le bâtiment, il n'est pas détruit, il est juste bloqué. Et donc ça, pour pouvoir débloquer un de ces bâtiments qui a été attaqué, quand ça sera au tour du joueur qui aura été bloqué, il lui suffira de sacrifier un dé pour pouvoir le réactiver son bâtiment. Et ce sacrifice de dés, on le retrouve pour justement avoir une petite variation et une petite emprise, on va dire, sur le côté aléatoire du lancer de dés. Parce que quand on supprime un dé sur une de ces rangées, on va pouvoir en déplacer un autre sur une case adjacente, en fait, et donc avoir une petite manœuvre comme ça de mon dé, il est placé ici, je vais pouvoir le déplacer soit à gauche, soit à droite, là où j'ai déjà posé une carte qui est peut-être plus intéressante au niveau de la production, au niveau des effets. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'améliorer le côté aléatoire. Quand on sacrifie un dé aussi, on peut gagner, parce que si des fois on n'a pas grand-chose à faire, donc on va sacrifier un dé, on va pouvoir gagner un petit sablier. Ce petit sablier, c'est un jeton qui, quand on en a deux, nous permettent de les échanger contre soit une ressource de notre choix, ou soit contre un nouveau point d'attaque, un point supplémentaire d'attaque, pour aller taper du brigand, ou alors pour taper sur un autre adversaire. Ah oui, donc le sacrifice de dés n'est pas totalement perdu en fait. En plus de nous permettre de choisir une ressource, on va dire de jouer avec sa ligne, c'est en plus on va temporiser quelque chose, il va nous rapporter plus tard. Alors non, parce que soit il va nous rapporter un jeton, soit il nous permet de temporiser avec notre ligne. C'est soit un sablier, soit un déplacement, soit je remets en marche. C'est plus vicieux encore. Donc oui, non, c'est un peu vicieux et finalement le sacrifice de dés, si tu peux t'en passer, ça se réfléchit. Si tu peux t'en passer, c'est quand même bien mieux quoi. C'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est d'optimiser et de pas perdre d'action. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près des explications. Donc on va jouer chacun son tour. La fin de partie va arriver quand il n'y a plus de cartes brigands ou quand il y a 2 colonnes de bateaux qui sont partis. Donc il y a plusieurs bateaux. Suivant le nombre de joueurs, on met un nombre adapté de brigands et de bateaux. Donc ça peut permettre de voir à peu près le nombre de tours qu'il faudra ou au moins de voir la fin arriver. Pas vraiment, disons que ça dépend parce que si on va pas aller chercher les bateaux, qu'on va pas aller chercher les brigands et qu'on part sur une autre stratégie, ça va pas trop définir le nombre de tours auxquels on va pouvoir jouer. Mais il y a aussi quand il y a 2 rangées qui sont tout à fait, c'est la troisième. 12 tours en gros.
C'est ça, tout à fait. C'est la 3e condition de victoire. Alors 12 tours, mais comme on va pas les mettre sur les 2 rangées là non plus, il y aura plus que 12 tours parce qu'en fait on va les répartir un petit peu partout pour avoir plus de chances de tomber sur à chaque dé, sur chacun de nos dés, sur un boost. D'accord, mais il y a quand même moyen, effectivement, quelle que soit la voie qu'on emprunte, de finaliser le jeu ou de pouvoir l'orienter. Quand même. C'est comme au bingo en fait. C'est quand tu as fait 2 rangées, tu as une quine et après ça te fait un carton plein pour gagner le panier de la ménagère. C'est ça. C'est un bingo en fait. Donc ça peut être ça. Si tu sens que tu es bien parti et que tu as plein de points de victoire, tu vas peut-être accélérer la fin de partie en prenant des cartes et en comblant tes 2 lignes en fait, qui vont te permettre de clôturer et déclencher la fin de partie. Ou alors, si t'es pas trop sûr, tu vas éviter justement de faire ça et tu vas aller chercher très vite des points de victoire en essayant de bloquer les autres, etc. Alors effectivement, tu disais 1 heure, on se rend compte que pour un jeu avec simplement des dés, puisqu'il faut lancer les dés, les répartir pour gagner des ressources et les cartes, c'est quand même plus complexe que ça ne laisse présager. Moi je m'étais dit tiens, des dés, construire une ville, on est dans un mini-ville revisité. Et en fait non. En fait si, on est dans un mini-ville revisité quand même. Vraiment, j'ai cette impression-là de construire et suivant mes tirages de dés, ils vont arriver. Après, c'est pas la même mécanique, étant donné que là on va placer des dés, etc. Mais sur la sensation de développement, etc., on a quand même un petit peu cette sensation-là. Ceux qui aiment mini-ville pourraient être intéressés par Dice City par exemple. D'accord, c'est une autre vision, une autre approche de la construction. De la construction. Exactement. Avec un petit côté belliqueux où on peut interagir avec les autres joueurs. Donc voilà, c'est plutôt un bon jeu qui, dans le seul reproche, je le trouve un petit peu longué finalement. Il manque peut-être un petit peu de rythme. D'accord. Pour en faire vraiment un must absolu. Mais ça reste vraiment un bon jeu auquel on prend plaisir et qui est vraiment accessible. Parce que bon, il est donné, je crois, pour à partir de 12 ans à peu près. Mais voilà, c'est toujours hyper subjectif. C'est ce que j'allais dire. Il faut bien donner des âges au jeu, trouver des critères qui font qu'on met cet âge-là. Après, on aura des enfants plus jeunes qui vont être capables de jouer, des enfants plus vieux, j'en connais aussi, qui ne seront pas capables. Après, c'est quand même subjectif parce que je me disais que c'est cette limite, même s'ils mettaient 20 ans, je veux dire, la moyenne de vie, c'est quoi? L'espérance de vie, c'est 80 ans. C'est-à-dire que tu as quand même 60 ans derrière pour y jouer, même si le jeu, il met 20 ans. Mais... Parce que s'il s'arrête à 60 ans, tu vois, si c'est de 20 à 60 ans, ah oui, mais voilà, tu dois arrêter de jouer après 60 ans. Mais s'il n'y a pas de limite haute, en fait, même un jeu qui est à partir de 20 ans, il est quand même tout public parce qu'il y a potentiellement les 3/4 de la population qui peuvent y jouer. Il y a juste les moins de 20 ans. Mais il y a très très peu souvent des limites hautes. Enfin, je sais que depuis que tous ceux qui avaient 78 ans gueulaient en disant que sur les boîtes de jeux c'était marqué de 7 à 77. Ah, mais nous, il y avait eu, je me souviens, une manifestation avec la police du jeu de société mais qui vérifiait les cartes d'identité des gens. C'était sérieux. Du coup, ils ont dit non, on mettra plus de limites hautes parce qu'effectivement. Peut-être que... Une époque, les premiers jeux de 4 à 44 ans, ils disaient ils atteindront jamais 45 ans. Non, mais c'est ça, mais depuis la science a fait des progrès. Les osselets. Et la science a fait plus de progrès, voilà. Et du coup, les jeux, on peut y jouer de plus en plus tard. Bon, en tout cas, on parlait d'osselets qui datent de 25 000 ans avant Jésus-Christ, c'est écrit de 4 à 44 ans, comme tu disais, vu que... À l'époque, 44 ans, c'était déjà vieux. Bon, vous êtes des cheveux fougueux, c'est dur de vous tenir ce soir, mais du coup, je voulais juste revenir sur Dice City, qui est un jeu qui est vraiment sympa, avec quand même, moi j'ai pu aussi noter quelques interrogations. Alors, sans doute que ça vient de moi, j'ai pas très bien compris le sens tactique de la carte, mais il y a certaines cartes qui... il y en a où tu vas prendre une mine par exemple. Si, ça y est, si je m'étais fait la réflexion, j'avais réfléchi à ça. Mais si j'avais la réponse. Content d'avoir pu réfléchir avec moi-même. Quand tu veux, quand tu as des questions comme ça, d'ordre existentiel ou pas, t'hésites pas. Tu réfléchis dans ton coin et tu m'appelles pour me dire que tu as trouvé la réponse. Moi, ça me va tout à fait. Merci beaucoup Yann. Donc Dice City, un jeu, tu l'as dit, distribué par Novalis. Voilà, si vous aimez les jeux d'expansion, un petit peu à la SimCity, mais version D. N'hésitez pas. Donc Dice City. Merci Yann. De rien. Et je vais me tourner vers toi Talmo, le temps qu'il range sa boîte de jeux. Puisque toi tu m'as dit que tu allais nous parler d'un auteur de science-fiction français.
un joyeux quinquagénaire, hein, il va avoir 50 ans cette année, donc en fait c'est encore un jeune auteur à cet âge-là, hein, il a encore le temps de... Ouais, on en parlait justement avec 50 ans, c'est jeune, ouais. Et donc c'est Alain Damasio. Alain Damasio a écrit quand même 3 ouvrages de science-fiction qu'on fait un petit peu date, surtout celui du milieu qui s'appelle La Horde du Contrevent. Ça dit quelque chose, Alain, d'entre vous? Oui. La Horde du Contrevent. Oui, Donc oui. celui-là s'est vendu à 250 000 exemplaires, ce qui est quand même vraiment pas négligeable pour un livre de science-fiction. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai entendu donc sur plusieurs radios, je l'ai vu à la télé sur Arte, et il vient de sortir un livre qui s'appelle Les Furtifs, c'est son 3e roman. Il est salué par la critique, et en plus de ça, il est tout à fait dans l'air du temps parce que très subversif, et il rejoint un petit peu la grande thématique de son premier roman que je vais mettre moi aussi, après tout je vais présenter mes trucs, hein. La zone du dehors. Donc qu'est-ce qui se passe dans la zone du dehors? Je vous le pitch très très rapidement les gars. Donc la zone du dehors se passe en 2084, petite allusion vous aurez compris à 1984. Dans une société qui est installée sur un satellite de Saturne. Cette société s'appelle le Cerclon, elle est caractérisée par ce qu'on appelle le clastre. Qu'est-ce que le clastre? Tous les 2 ans, les citoyens se réunissent et se classent les uns les autres, leurs compatriotes, en fonction de leur comportement. Mais c'est ce qu'ils font en Chine, ça. Eh ben, oui. Dans le loft, dans plein d'émissions de télé-réalité. Il ne le faisait pas encore à l'époque où le roman a été écrit. En tout cas, nous, on n'était pas au courant puisque le roman date de 2012, si mes souvenirs sont bons. T'arrives à voir? Ah non, même pas. 2007. Vas-y, je vais regarder. Donc, tu vois, il était un petit peu visionnaire. Mais ça, je vais y revenir aussi sur son côté visionnaire. Donc, ils se classent les uns les autres. Et donc, sur le comportement, j'ai dit. L'efficacité au travail, je l'ai dit aussi. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire un bon classement. Un bon classement, mais pour faire surtout une société totalitaire où il n'y a plus besoin de policiers, il n'y a plus besoin d'armée, parce qu'après tout, chacun pas s'autorégule, mais chacun régule l'autre, et chacun s'autorégule en fonction de ce que l'autre attend. Donc, Alain Damasio a cette originalité, lui, c'est une science-fiction qui propose une science-fiction qui se base avant tout sur l'observation des sciences humaines. C'est pas les sciences technologiques qui vont faire la science-fiction chez Alain Damasio. C'est pas des vaisseaux spatiaux, des lasers, des choses comme ça. C'est comment aujourd'hui la société s'organise. Et lui a lu Michel Foucault, il a lu Gilles Deleuze, et Foucault et Deleuze, dans les années 60-70, ça je vous le fais très rapidement, ils ont, après avoir longuement étudié comment les sociétés avaient incarcéré, avaient essayé de tout contrôler avec des forces armées, comment la société s'organisait pour s'auto-contrôler. On passe des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle. Et pourquoi est-ce que c'était visionnaire? Parce que dans les années 60, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore la géolocalisation sur ton téléphone, il n'y avait pas encore Google qui mémorise un petit peu tout ce que tu cherches et une traçabilité incroyable, il n'y avait pas Wikileaks, il n'y avait pas tout ça. Mais, quelque part, ces gens-là l'avaient anticipé. Donc Alain Damasio, lui, se nourrit de ça, et il nous propose des sociétés totalitaires absolument troublantes de véracité, quoi. Donc, je vous ai présenté vite fait la zone du dehors. Je vous présente également la Horde du Contrevent. Alors là, c'est un petit peu à part. La Horde du Contrevent, on ne sait pas très bien dire si c'est de l'heroic fantasy, du post-apocalyptique ou de la SF. Steampunk, du contemporain. C'est pas steampunk, non, mais oui, voilà. On ne sait pas où est-ce que ça se situe. Par contre, il y a un petit côté post-cataclysmique parce que c'est un monde qui est balayé par les vents. Voilà. Et depuis des siècles, les hommes désormais s'organisent pour affronter le vent. Donc ils créent des hordes où ils sont une vingtaine comme ça. Et ils se relaient, chacun a une fonction, il y a un scribe, il y en a un qui écoute le vent pour savoir comment ça va tourner, etc. etc. C'est très 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 précis et très bien détaillé. Et le livre est vraiment, il nous sèche, hein, c'est un super bouquin.
Ce que j'aime particulièrement... Oui, Alex, tu allais me demander un truc. Non, j'allais pas te demander. J'allais dire que moi, la Horde du Contrevent, c'est très intemporel, mais je l'ai toujours comparé, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ressenti un peu comme le transperce-neige. Ah oui, j'allais dire, mais bien sûr. C'est-à-dire que je moi, pensais à ça. Connaissant les deux, sont un peu dans le même univers. C'est comme si les mecs qui regardaient par leur hublot dans le transperce-neige pouvaient voir la Horde du Contrevent dans un monde dehors. extrêmement hostile. Je les ai toujours imaginés. À un moment, ils les voient d'ailleurs dans le film. Ils sont un peu bloqués dans la neige, mais. Et donc voilà, pardon de t'avoir coupé. Non, je t'en prie. Ce qui m'intéressait aussi à vous dire à propos de cette Horde du Contrevent, c'est que lui, il a vraiment voulu en faire un projet transmédia qui a plus ou moins bien réussi. Parce qu'il y a eu des campagnes Kickstarter pour financer, je crois, un film d'animation par Yann Kounen et Caro. Pas mal. Et des jeux vidéo, mais ça n'a pas vraiment pris. Par contre, Alain Damasio, lui, a contribué à créer du jeu vidéo. Moi, je les connais pas très bien, mais peut-être vous y serez plus calé. Remember Me, ça vous dit quelque chose ? Oui. Eh ben voilà. Eh ben, il était. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit et il a coordonné l'écriture de 1000 pages de scénario. Il a fait la Bible Exactement. C'est ça. Il a fait la Bible narrative du jeu Remember Me. Qui est très bon, qui est passé un petit peu inaperçu, comme ça, jeu futuriste avec t'incarnes un personnage qui justement a perdu la mémoire et tu la retrouves petit à petit. Alors, inaperçu, pas tant que ça, le jeu s'est vendu à 1,9 million d'exemplaires. Ouais. Mais... Ça, c'est ouais, ça peut... Si c'est dans le monde, ça va. Ouais, c'est vrai que c'est... Alors, on est à 2 millions de jeux. Il est passé inaperçu, 250 000 bouquins. C'est un best-seller. Voilà, c'est ça. Oui. Comme quoi, on est sans doute moins nombreux à lire qu'à faire des jeux vidéo. Un jeu à 80 € et un bouquin à 15,50 €. Ouais. Voilà. Alors la bande dessinée, elle est sortie. Et il y a eu aussi, avec History Game, un projet de jeu de société qui n'a pas été qui n'a pas vu le jour. Non, ça n'a pas vu le jour. Mais la bande dessinée est sortie, ça s'appelle Le Cosmos et mon campement, chez Delcourt. Le dessinateur, il faut quand même le nommer, c'est Eric et Nino. Tous les deux. Voilà. Hein ? Non. Et Nino, t'allais me faire une blague. Les deux, ils sont mis. Alors, dans la Horde du Contrevent, quand même, il y a une petite originalité qu'il faut absolument que je vous dise, parce que c'est toujours dans cette idée de transmédia. La première version, pas la version de poche, était vendue avec un CD audio, une bande originale de livre. D'accord. Que tu pouvais écouter. J'imagine que tu n'entendais pas seulement le vent qui souffle, mais que tu pouvais écouter pour t'immerger vraiment dans... qui disait « Ouvre ta fenêtre, mets ton oreille dehors ». C'est la version... Deuxième chose, low cost. La numération des pages. Alors comme ils vont à contre-courant un petit peu, la numération des pages était inversée également dans le bouquin. Tu commençais à la page 520 et tu terminais à la page 0. Et comme il y avait 23 personnages, il était important de distinguer un petit peu qui parlait. Donc en début de chaque paragraphe, il y avait un symbole qui était propre à chaque personnage du roman. Et sur ton marque-page qui était fourni, tu avais le récapitulatif pour pouvoir suivre les... Tiens, là c'est lui qui parle. Voilà. Mais le bouquin, je l'ai lu, j'en parlais avec notre caméraman qui l'a lu également. C'est une claque, c'est pas laborieux à aucun moment. Le livre est très très réussi. Alors, je voudrais juste mettre l'accent sur cette bande originale, parce que Alain Damasio, on le voit pas beaucoup, on l'entend plus, et c'est un homme de radio, vraiment, c'est un homme du son. Il travaille beaucoup sur le son, pourquoi ? Parce que je l'entendais en parler encore il y a pas longtemps, il dit que notre société souffre d'un imaginaire formaté et il oppose beaucoup l'œil à l'ouïe. L'œil, c'est ce qui aujourd'hui régit tout. On voit une image, c'est instantané, c'est l'ère des écrans, du cinéma, des choses comme ça. Alors que l'ouïe, déjà, quand on entend un son, le son, il dure dans le temps. Il n'y a rien d'instantané. Donc il y a la durée de ce son, c'est aussi la durée de la pensée et de la réflexion. Et pour lui, c'est quelque chose d'important et de significatif. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté Alain Damasio comme il faut faire. Son dernier roman s'appelle Les Furtifs.
Il vient de sortir, tout juste. Il est aux éditions La Volte. Dans un futur proche livré au capitalisme cognitif, le roman décrit la quête d'un père à la recherche de sa fille. Alors ils vivent dans des conforteresses, dans leur technococon, et évidemment, comme c'est un monde qui est agité de soubresauts, il y a des terroristes qu'on appelle les radicolos. Radicaux et écolos. Rigolo. Radicaux voilà. et rigolo. C'est marrant. Donc on voit qu'effectivement, il essaye d'être quand même au goût du jour à chaque fois dans ce qu'il écrit. Je crois que c'est plus fort que lui, que c'est pour lui essentiel dans la science-fiction. Il faut que ce soit politique et contemporain. Et c'est ça, tu nous l'as présenté sous le côté artistique en fait, mais c'est aussi un homme qui est engagé politiquement. Extrêmement engagé politiquement. Il a écrit un pamphlet pour soutenir les Gilets jaunes qui s'appelle 3 nuances de jaune. Il est très très engagé et il tient une tribune aussi qui s'appelle Nous ne sommes pas dupes. Je vous encourage à aller voir un peu plus du côté de cet auteur. Oui. Non, moi je disais que le Conforteresse et le technococon, ça ressemble beaucoup aux premières traductions, on va dire, des bouquins des années 70 de SF américains, qui seraient traduits en français. Je dis pas mal, je dis avec les traductions des années 70. Très naïve. Voilà, c'est ça. C'est ça, quasiment du mot pour mot. En fin de compte, on préfère laisser en anglais aujourd'hui. Peut-être que c'est volontaire aussi. Hein, mais je pense que c'est une façon aussi de reprendre ce truc-là. Parce qu'on pourrait penser... Un Gibson aurait pu écrire des choses comme Technococon. Donc, je suis assez d'accord. C'est peut-être une façon moderne de reprendre un truc un petit peu plus ancien. Ouais. Donc, Alain Damasio... Alain Damasio. Alors, donc, La Horde du Contrevent et Les Furtifs. Et c'est excellent, La Zone du Dehors. Ces 3 grands romans. Et puis après, aller voir du côté de son œuvre au sens large du terme, parce que c'est un personnage très, très intéressant. Et ben effectivement, tu nous l'as très bien présenté. J'espère que tu as donné envie aux gens de découvrir les romans, ou alors au moins de le suivre sur tout ce qu'il peut faire, que ça soit politique, que ça soit vidéoludique ou tout ce que l'on veut. Il y a forcément une voie par laquelle vous pouvez vous engouffrer pour découvrir Alain Damasio, parce que on a vu que c'était un touche-à-tout et qu'a priori tout ce qu'il touchait était un petit peu transcendé, du moins pour Talbot. Dire ça. Donc allez voir cela. Moi je vais vous parler d'un jeu, moi aussi, parce qu'on a un petit peu le temps avant la prochaine pause musicale. Dans un bon jeu, comme dans un bon bouquin, on trouve souvent plusieurs niveaux de lecture. Qu'on y joue en famille ou entre potes, tout n'est qu'une question de point de vue. Tenez, prenez l'exemple de cette pauvre mère célibataire qui découvre une fuite sous son évier un dimanche matin. Bon, elle appelle un plombier, c'est normal. Bonjour, c'est le plombier. Allez-y, entrez, c'est au fond, tout au fond. Oui, voilà, c'est là. Oh, mais votre fuite est énorme. Attendez, je vais essayer de passer mon outil par derrière. Non, c'est trop étroit. Bon, je vais devoir finir à la main. Allez, voilà, ça vient, ça y est. Voilà une scène de la vie quotidienne tout à fait banale et tout public. Pourtant, je suis sûr que parmi vous, certains n'ont pas pu s'empêcher de la vivre comme ça. Bonjour, c'est le plombier. Allez-y, entrez. C'est au fond, oui, tout au fond. Oui, voilà, c'est ça. Oh, mais votre fuite est énorme. Attendez, je vais essayer de passer mon outil par derrière. Oh non, c'est trop étroit. Je vais devoir finir à la main. Oui, voilà, ça vient. Oui, ça y est. Ah là 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 là, bande de petits vicieux, va. Bon, et en parlant de finir à la main, Alex va justement nous présenter Histoire de Paluche. Non, de Peluche. Oui, de Peluche, c'est ce que j'ai dit. Tout à fait. Il faut bien comprendre Histoire de Peluche. Ah, Histoire de Peluche prend un parti assez enfantin pour un jeu qui ne l'est pas tant finalement. C'est un jeu de Jerry Hawthorne qui lui a déjà fait des jeux un peu Ameritrash, on va dire. Il a fait du Mice and Mystic par exemple. C'est édité par Playad Games, distribué par Asmodee. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et les parties durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Alors, Histoire de Peluche, c'est un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure un petit peu inhabituel, puisque dans ce jeu, on va jouer le rôle de Peluche,
qui courageusement vont chercher à sauver l'enfant qui dort de ses cauchemars. C'est un jeu qu'on appelle un jeu storyboard. C'est une nouvelle gamme de produits en fait, de Playad Games. Et dans un storyboard game, toute l'action va se dérouler dans un livre, comme ça. C'est un livre de contes unique, un livre qui va servir en fait de plateau de jeu et de points de règles en rapport avec ce nouveau plateau. Et donc la suite de l'histoire dépendra de l'évolution qu'on va faire dans le jeu et on pourra avancer et découvrir tel ou tel plateau. Mais il y en a combien ? Alors il y a comme ça... C'est des scénarios quoi. C'est des scénarios, tout à fait. C'est des scénarios. Hein. Donc le jeu va offrir un récit passionnant comme ça, piloté par les choix des joueurs. Les joueurs vont explorer un monde, on l'a dit, plein de dangers, plein de choses. Ils vont débloquer des cartes, des découvertes, des curiosités. Les chapitres vont former l'histoire, et il y a plusieurs chapitres comme ça, qui vont créer un petit peu le parcours de vie de l'enfant et qui vont créer une histoire inoubliable, et à chacun la sienne, parce que suivant, comme je l'ai dit, la direction qu'on va prendre, on n'aura pas forcément la même histoire que quelqu'un qui jouera au même jeu que nous. Et tu les fais dans l'ordre un par un, les scénarios, ou non, tu vas propulser un peu plus avant dedans? T'es indiqué sur quelle page aller. Alors c'est un jeu de figurines, hein, on a toutes les figurines qu'il faut, des figurines qui représentent nos peluches, donc nous, les personnages, des figurines qui représentent les ennemis à aller exterminer. Ça se joue grâce à des dés de couleur aussi, qu'on va mettre dans un sac. Donc on a un sac avec les dés qu'on ne voit pas. Et on va simplement aller piocher des dés, et ces dés vont nous permettre de faire les actions. Effectivement, à son tour, un joueur va tirer 5 dés du sac. Les couleurs des dés vont déterminer les types d'actions et les options disponibles pour le joueur. Au fur et à mesure que les tours vont passer, il y a également des dés noirs qui vont être tirés. Et après un certain nombre, les méchants vont émerger ou attaquer ou apporter des malus dans l'histoire. Et puis après, le dé est réinitialisé. Tous les dés sont remis dans le sac. On réinitialise le sac et on continue à repiocher. Et c'est comme ça qu'un dé blanc, par exemple, va nous permettre de soigner les peluches blessées dans la bataille. Les dés rouges, ça va nous permettre d'attaquer, faire une attaque de mêlée, alors que les dés verts, c'est des attaques à distance. Les jaunes, c'est pour la fouille. Les dés bleus, c'est pour les actions spéciales. Et les dés violets, c'est des jokers. La valeur du dé, si on tire un dé bleu, on le lance. Et sa valeur va nous permettre de voir la difficulté à laquelle on peut confronter ce dé. La plupart des dés vont toujours trouver une utilisation stratégique. Ils vont servir aussi pour le déplacement. Pour l'utilisation d'éléments dans le décor, la contribution aux tâches des groupes, des fois il faut garder des dés parce qu'on va pouvoir s'en servir ensemble à plusieurs sur une case, ou alors parce qu'on peut en mettre, on va dire, de côté pour les utiliser plus tard, combinés avec d'autres pour créer des effets un peu plus dévastateurs. Donc voilà, une nouvelle gamme de jeux complètement coopératif. Hein, là, on joue tous ensemble contre le jeu pour aller aider cet enfant qui fait des cauchemars. Donc voilà, c'est magnifique. Alors, les illustrations sont très très belles. Le monde féerique est vraiment vraiment dedans. On voit que sur un plateau de jeu, on a différentes zones aussi, parce qu'il y a des zones qui vont être plus en hauteur. Elles sont encadrées de verre. Ouais. Donc ça va nous demander des déplacements supplémentaires. Et après, sur vraiment la page d'à côté, toutes les règles spécifiques à ce scénario-là, à la map, quoi. À la map, sont expliquées. Si on a des symboles, eh bien, si on arrive et qu'on fait une action, le symbole en question est repris sur la map d'à côté et on voit à quoi ça se réfère. Il y a quelque chose un petit peu qui tient du Legacy. Oui. Complètement, hein. Ah oui, en fait, alors oui et non. Alors tu déchires pas tes cartes. Exactement, c'est du Legacy, mais c'est du Legacy. T'as un parcours unique dans le jeu quand même. Voilà, et c'est du Legacy qu'on peut refaire parce que là, le matériel ne sera pas dénaturé. On garde tout. Et le gros avantage, je dirais, c'est que même si là on connaît l'histoire, d'abord il y a la difficulté du dé, le piochage de dés qui ne sera pas le même. Et si je fais l'histoire avec toi, ou si on la fait tous ensemble à 4, et qu'après je décide de la refaire avec un autre groupe d'amis, eh bien peut-être qu'effectivement, grâce à cette différence de dés qui vont être tirés, on n'aura pas les mêmes aboutissements et ça me permettra de découvrir de nouvelles ramifications. Alors je dis pas qu'au bout de 25 parties, j'aurais pas vu toutes les maps, mais c'est pas grave puisque je les aurais vues peut-être pas forcément dans le même ordre et ça m'aura à chaque fois raconté une histoire différente.
Donc voilà, la grosse originalité, histoire de peluche. On est loin de l'amas de figurines, on en a quelques-unes parce que on aime les figurines, moi le premier, mais par rapport à certaines boîtes qui vont dégueuler de la figurine, là on a juste ce qu'il faut pour permettre de vivre vraiment une aventure fantastique. On est un petit peu dans un univers à la numéro 9 pour ceux qui ont vu le dessin animé. Oui. Le dessin. Ah oui, numéro 9, oui. Donc voilà, un truc entre l'enfantin et le glauque. C'est voilà, c'est Toy Story 3 un petit peu aussi, avec le gros nounours. Voilà, on est on pourrait être Tim Burton, voilà, c'est ça. Peu. J'allais dire, on pourrait retrouver du Mr. Et Jack. pour les mécaniques, tu dirais à partir de quel âge ils disent à partir de 7 ans, et vraiment ça passe bien à partir de 7 ans puisque chaque couleur correspond à une action, et après on voit bien, je veux déverrouiller telle chose, c'est une force 3, je lance mon dé d'action, pouf, c'est 2, ah mince, je n'arrive pas, c'est 4, j'arrive. Et justement, tu le verrais pour quel type de public? Est-ce que c'est plus des joueurs de jeux de rôle qui veulent essayer autre chose, ou des gens qui aimeraient le jeu de rôle, qui sont plus jeux de société et qui savent pas comment s'y lancer? Alors, les joueurs de jeux de rôle vont y trouver du plaisir par l'histoire, le côté narratif au jeu, mais risquent d'être vite frustrés s'ils s'attendent à un jeu de rôle, parce qu'effectivement, ma peluche, à part ces 5 actions, enfin le déplacement, l'action, l'attaque, non voilà, c'est vite, je lance mes dés, je peux pas attaquer avec moult. On est plus dans une mécanique de jeu de société, avec ces cadres qui sont plus fermés que un jeu de rôle finalement. Mais pour tous les gens qui aiment les jeux narratifs, alors on a je rappelle, il y a de la figurine, donc les gens qui aiment la figurine, les gens qui aiment avoir des cases avec, j'avance de 5 cases et un petit peu de stratégie, et si je me mets là, on pourrait commencer ce type de jeu là, avec où on fait notre armée, on dit j'avance, je peux attaquer, je recule. Un wargame. Ouais, un peu wargames, on peut retrouver des petites similitudes, on retrouve. C'est très complet pour moi. Et voilà, alors si vous n'aimez pas trop les histoires, il y a suffisamment dans chaque partie de one shot, on pourrait décider de ne faire qu'une map et de s'en tenir là. Si on aime les histoires, un peu les jeux comme Time Stories qui peuvent nous embarquer dans quelque chose, là rien n'empêche d'avancer et de continuer. Avec une difficulté croissante. En mode campagne, un peu. Exactement. En mode campagne, parce que quand même, on veut savoir ce qu'il en est de cette finalité. Ça, je le vois vraiment bien pour des parents qui veulent faire partager avec leurs enfants le monde du jeu et des jeux un petit peu. C'est ça, parce qu'on a la facilité. Alors certains vont dire oui, mais attention, parce qu'il y a quand même des monstres, il faut quand même combattre, il y a quand même ce côté. Mais on est quand même dans du gentil, hein, comme je vous disais. Même les monstres sont gentils. Même quand on parle de cauchemar, c'est du cauchemar. C'est du cauchemar plutôt. Voilà, c'est pas on n'est pas dans ça ni dans Cimetière. On est vraiment presque dans une histoire interactive finalement. Mais complètement. C'est là qu'est le plaisir à retrouver avec les enfants. Puis alors moi je trouve le matériel mais somptueux quoi, magnifique. Ah, le livre est très, très précieux, beau. Les figurines sont très très belles. C'est ça. Ça donne envie, hein, vraiment. Quelques cartes pour s'équiper. Vraiment un effet waouh, finalement. Ouais. Et c'est ça. Et jusqu'au bout, on a des petits boutons pour représenter les blessures, parce que quand même, on est des peluches, hein, malgré tout. Donc. Est-ce qu'il est issu d'un participatif ou il a été créé Non, celui-là, alors pas que je sache, je me trompe peut-être, mais je pense pas. Il n'est pas issu d'un participatif. Il en a l'aspect, il en a l'aspect dans le sens où voilà, c'est du matériel assez inhabituel comme on peut trouver sur les participatifs. Bien parce sûr. Que chacun, je dirais, va créer son jeu à son image. Et le fait qu'on ait des figurines, un certain nombre, pas énormément non plus, on dirait que ce sont en quelque sorte des paliers qui ont été débloqués. Le fait qu'il y ait ce livre relié au milieu, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est des rajouts en disant ça, si vous donnez encore plus, on vous le relie joliment, on vous met des figurines, on vous met ci. Mais non, je crois que vraiment il s'est fait plaisir, il voulait le jeu comme ça, Jerry Autumn. Comme dans Mice and Mystic, on peut retrouver des similitudes. Dans Mice and Mystic, on avait déjà ce côté un petit peu scénarisé, avec une histoire de livres et de chapitres, où il fallait avancer dans l'histoire. On lui a reproché des règles pas souvent très claires, une difficulté présente dans le jeu. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus abordable. C'est ce que j'allais dire. Et là, on enlève un petit peu tout le côté qui faisait peur ou sur lequel on pouvait grogner pour trouver vraiment que le plaisir. Donc voilà. Encore une fois, hein, si vous voulez jouer à un vrai jeu de rôle
lancez-vous dans les contes de la garde ou les choses comme ça. Mais sinon, c'est pour jouer avec les enfants ou même entre adultes, encore une fois, c'est vraiment très très bien. Il faut avoir du temps devant soi parce que j'avoue que ça a un petit côté attractif. On a envie de continuer, on a envie de prolonger cette histoire, quoi. À chaque fin de partie, on se dit mais qu'est-ce que ça peut être la suite de l'histoire? Et quand on découvre la map, on n'a qu'une envie, c'est de poser les figurines pour continuer. Par contre, ce qui est très malin justement pour jouer avec ses enfants, c'est que des fois on n'a pas le temps de se mettre 1 heure ou 2 heures de jeu. Effectivement, là tu peux t'arrêter à une page. Une fois que tu as terminé la page, c'est ça. Et ben, du coup, on arrête la partie, on met le marque-page et quand on revient, exactement, on reprend là où on en est. Alors, c'est quand même un jeu de figurines. C'est comme si tu arrêtais une partie de Zombicide ou d'HeroQuest en plein milieu. Soit tu te souviens d'où sont toutes tes figurines, soit tu vas au bout de l'histoire. Mais si tu vas au bout de l'histoire de cette page-là, il faut compter quand même, je te dis, entre 1 heure et 1 heure et demie. Chaque page, c'est 1 heure de jeu minimum. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a de quoi faire, parce qu'il y a une centaine de pages. Oui, non, mais en vrai, c'est vraiment très très complet. Ouais. Et c'est une gamme de jeux qu'il compte exploiter, qu'il compte sortir. Donc on peut éventuellement penser à retrouver ce type de jeu dans d'autres thématiques et avec d'autres choses. Merci beaucoup Alexis. Moi je ne sais pas si tu as donné envie aux auditeurs, mais tu m'as donné très envie en tout cas pour moi. Tant mieux. Merci à vous. Alors c'est l'heure de la 3e pause musicale déjà de l'émission. Et là on va refaire un petit clin d'œil à la chronique de Talmo sur les contrevents. C'est ça, sur les hurlevents. Les contrevents. Donc là on va écouter Bob Atkan, qui va nous chanter Contrevents et marées. Salut, c'est toujours la voix off de Deludes. Bon, là vous commencez à avoir l'habitude, à la place des pauses musicales pendant le live Facebook, c'est moi qui interviens pour vous parler de l'émission et vous dire que là, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission de ce soir, mais vous pouvez continuer à commenter sur le live Facebook, à poser des questions, et nous, on les lira à l'antenne, et si on peut, on essaiera d'y répondre. Mais si vous manquez l'émission de ce soir, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes radios, et puis dans quelques jours, en podcast sur SoundCloud, iTunes et Spotify, en cherchant tout simplement des LDP 56, des Luds et des plumes. Voilà, si tout ça n'est pas très clair, tout est récapitulé sur notre site internet www.deluds.com. Deluds, ça s'écrit D-E-S-L-U-D-S, tout simplement. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'émission et pour la retrouver très prochainement en podcast. Alors là, il est temps de partir pour la dernière ligne droite de l'émission de Deluds et des plumes de ce soir dans 3, 2, 1... Et c'était Bod Aktan pour Contrevents et marées. Des Luds et des plumes, c'est 4 fréquences et 6 stations dans le Grand Ouest. Dans le Finistère sur 100.4. Dans le Morbihan, à Lorient sur Radio Goéland et Vannes sur le 102.1. En Vendée sur le 101.4. Dans les Deux-Sèvres sur le 90.4. Et par internet jusqu'en Essonne sur BLP Radio. T'es sûr qu'en Essonne on est encore dans le Grand Ouest? Oui, le Grand Ouest de la banlieue sud parisienne quoi. Ah ok, ça me va comme explication. Toujours dans des luttes et des plumes, on attaque cette fois-ci la dernière partie de l'émission. On a prévu, toujours vous l'avez vu ce soir, on est un petit peu particulier, on n'a pas d'invité, on s'est un petit peu mal goupillé. Donc on en profite pour vous parler de jeux, de plein de jeux. C'est l'occasion aussi pour rattraper un petit peu notre retard, il faut bien l'avouer. Et Yann a encore un jeu à vous présenter. Un petit coup de mou? Allez, prenez une barre chocolatée, c'est Deluds qui vous l'offre. Moi, j'ai apporté des M&M's. Alex a des Knickers. Talmo a pris des Clions. Mais si vous préférez des Quicks, c'est à Yann qu'il faut demander. Exactement, c'est le genre de jeu que l'on peut grignoter sans avoir très faim. Parce que moi, je suis tombé sous le charme de ce petit jeu de dés qui s'appelle donc Quicks. C'est un jeu qui tient dans une boîte métallique, une boîte assez petite. On le trouve à un prix tout à fait abordable. C'est pour de 2 à 5 joueurs. Les parties durent, on va dire, entre 15-20 minutes. Et c'est pour à partir de 8 ans, donné à partir de 8 ans. C'est un jeu de Stephen Bendorf. Alors donc il est allemand, comme on peut se douter, avec un nom pareil. Et il a sorti, autre que Quicks, il a sorti The Game Extreme et The Game le Duel. The Game. Donc voilà. Et un autre jeu qui s'appelle Trax. Que je connais pas. Que je connais pas non plus.
Alors, Quicks, c'est vraiment un petit jeu tout simple qui va permettre de jouer avec tout le monde et aussi les fans de 4.21 et de Yams et qui ont envie de renouveler un petit peu leurs habitudes et leur plaisir ludique. Et bien avec ça, ils vont se faire vraiment plaisir. Donc c'est tout simple. On a devant soi une petite feuille avec des lignes de couleurs et des chiffres dedans qui vont de 2 à 12 ou de 12 à 2. Donc on a le rouge, le jaune, le vert et le blanc. Et on a des dés qui correspondent à ces lignes aussi. On a 4 dés, enfin en fait on a 6 dés. Donc 4 qui sont d'une couleur différente de chacune des lignes et 2 dés blancs. Donc chaque joueur va se retrouver avec son petit crayon. Alors ça c'est pas fourni dans la boîte, c'est la seule chose qu'il n'y a pas. Mais donc on va prendre un petit crayon papier ou un stylo. On va se prendre une petite feuille du bloc-notes et on va pouvoir commencer à jouer. Alors donc quand on commence à jouer, le premier joueur il lance ses dés. Et là il va faire donc un score quelconque avec tous ses dés. Donc au départ, on a 2 actions. Et la première action c'est de prendre les 2 dés blancs, de voir le total de ces 2 dés blancs et de reporter le résultat sur une des lignes de couleur, sur un des numéros de sa ligne. La petite astuce c'est que si on coche par exemple un numéro qui est loin avancé dans sa ligne, tous les numéros avant sur la gauche, et ben en fait on les sacrifie, on va plus pouvoir les cocher. Et donc on va se donner moins d'opportunités, moins de chances. Donc soit est-ce que je note une case pour noter plus de points, ou est-ce que finalement je note pas cette case-là pour peut-être avoir la chance de cocher plus de cases qui sont situées en amont. Donc ça, c'est la première phase du jeu. Et cette première phase, ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'elle est simultanée. Donc tous les joueurs vont pouvoir reporter le résultat sur leur feuille du nombre des 2 dés blancs qui ont été affichés. Donc là, j'ai fait un 9, par exemple. En début de partie, c'est complètement pourri comme lancer de dés. Donc je peux très bien me dire, non, je ne veux rien noter. Et si les autres joueurs, ça les intéresse, ils ne notent rien. Deuxième phase dans mon tour d'action, je vais associer un des 2 dés blancs avec un dé de couleur. Alors imaginons que j'ai fait un 1 sur mon dé blanc et que j'ai un 2 en rouge. Ça correspond que j'ai fait à 3. J'ai fait un total de 3. Et comme je l'ai associé à mon dé rouge, je vais pouvoir reporter ce chiffre-là dans ma colonne, dans ma ligne rouge. Et donc là, je vais pouvoir cocher le 3. Je n'aurai fait qu'un sacrifice du 2, donc c'est pas grave. Pour l'instant, tout va bien. Si j'ai aussi une troisième possibilité, de ne cocher qu'une case. Mais dans ces cas-là, il va falloir cocher une petite case en bas à droite qui corresponde aux pénalités. Donc là, on en a 4 chances, on a 4 fois la possibilité d'aller cocher cette case-là, et ça nous rapportera à la fin de partie -5 pour chaque case de cocher. Donc c'est quand même assez embêtant. On va éviter de prendre ce choix-là, on y arrive. Généralement, c'est ce qui se passe à la fin de la partie, c'est là où tout s'accélère, on n'a plus beaucoup de possibilités sur nos lancers de dés, et donc ça va être le premier qui va avoir coché ces 4 cases-là, qui va déclencher la fin de partie. Il y a une deuxième manière de déclencher la fin de partie, c'est de clôturer une ligne de couleur. Alors quand on clôture 2 lignes de couleur, on déclenche la fin de partie. Pour clôturer une ligne de couleur, il faut avoir au préalable coché 5 cases dans cette fameuse ligne. Donc si tu as coché 5 cases, par exemple dans la ligne rouge, et que ensuite tu sors le 12, parce qu'il faut cocher aussi la dernière case de chaque ligne, donc soit le 12 pour le jaune et le rouge, ou soit le 2 pour le vert et le bleu, et bien là tu peux cocher le petit cadenas à la fin de ta ligne, qui te donnera en plus une croix supplémentaire bonus. Donc ça, elle est comptabilisée, cette croix-là. Et donc on va clôturer ça. Le dé rouge, par exemple, on va dire que c'est la ligne rouge que j'ai clôturée. Il est sorti du jeu, donc les autres joueurs ne peuvent plus l'utiliser non plus. Les autres joueurs ne peuvent plus cocher dans la ligne rouge. Et donc il y a une petite histoire de rapidité, d'opportunisme. Exactement, j'allais en venir. Parce que j'ai joué contre Yann. Il m'a eu sur la rapidité. Parce que moi, tu vois, je voulais bien ranger mes chiffres, donc je voulais les faire bien dans l'ordre, etc. Mais seulement Yann, lui, tac, 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 il a saisi l'opportunité de prendre les 12. Il a fermé ses lignes en premier. Et moi, j'étais bien rangé, mais par contre, je pouvais plus rien mettre dedans après. Donc j'ai pas fait beaucoup de points. Tu dis que c'est à partir de 2 joueurs. Est-ce que ça pourrait pas être le style de jeu à un joueur où juste tu veux battre ton score parce que au bout d'un moment tu es obligé de te bloquer si tu t'es foiré des lignes ou des chiffres parce que ton tirage donne ça? Alors je pense que tu pourrais t'essayer à une sorte de réussite ou de solitaire, mais le côté fun c'est vraiment d'être dans le top ou encore par rapport à un autre adversaire. Il y a une sorte de challenge. La rapidité justement, où, il est important de prendre la bonne décision par rapport à l'autre. Parce que comme on a à chaque fois des lancers en commun entre tous les joueurs, ça va être à celui qui va faire le bon sacrifice ou pas.
Ouais, j'aime ce genre de choses. Justement, tu peux y jouer éventuellement par internet parce que ça permet quand tu joues au YAM, mais avec un lancer commun pour tout le monde. Et toi tu choisis, alors chose que tu peux faire justement que par ordinateur, parce que si toi tu choisis de relancer 2 dés et que l'autre en relance 3, l'ordinateur va te faire relancer à l'adversaire un dé supplémentaire, mais sur les 2 dés ce sera le même tirage que toi, donc t'as pas moyen de choisir. Et voilà, c'est ce côté là qu'on retrouve en version papier, le fait que tout le monde dépend du tirage du joueur à chaque fois et de ses actions. Après, moi, en termes de sensation de jeu, si je peux dire un truc, Yann, j'ai pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu, même si la partie a été courte. La mécanique est très très fluide et très instinctive, quoi. Ça va marche très vite, au bout de 2-3 minutes d'explication, ça fonctionne. Et tout de suite, t'as pas besoin de faire une partie pour être vraiment à l'aise dans la tactique, dans la stratégie. Ça repose quand même sur du lancement de dés un petit peu quand même, et sur des choix, de prendre des choix, de cocher ou pas, ou de prendre la pénalité peut-être, parce que là... prendre le risque de... Effectivement, parce qu'on est obligé de cocher en fait à son tour, sauf si on prend la pénalité. Mais si on n'a pas un choix très pertinent, genre ça tombe vraiment dans le milieu de la colonne et on est au début de la partie, on va plutôt prendre le choix de la pénalité et se prendre un -5 pour cette fois-ci, allez hop, ça passe quoi. Donc voilà, c'est Qwixx, un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et qui se fait vraiment entre 2 gros jeux. Ça fait vraiment plaisir. Un petit jeu d'apéro, un petit jeu de comptoir. Chez Gigamic, dans une boîte en métal où on peut retrouver les gammes de jeux justement rapides comme ça, comme Si ce qui prend, comme Jamais 203. La petite astuce, c'est que effectivement on a un bloc papier au départ. Donc comme on y joue beaucoup, je pense qu'il va partir très très vite. On peut racheter des recharges sur le site de Gigamic et ils ont aussi proposé des variantes, des feuilles de scoring un petit peu différentes qui vont permettre de varier et d'avoir une autre petite expérience avec le même moteur et le même système de jeu. Alors ça c'est très très bien, effectivement, très bien pensé d'avoir d'autres feuilles de score parce qu'une fois que tu as une petite routine ou certaines habitudes, ça permet de casser tout ça et de refaire travailler ton cerveau. Sinon après, je te dirais, au lieu d'acheter des recharges, tu prends ça, tu plastifies, et puis avec un Velleda... C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Une feuille à vie. Alors juste une feuille, parce que plastifier le carnet entier, non, pour être sûr de le garder, c'est ça. C'est vraiment bête. si t'es collectionneur de carnets, quoi. On a oublié de dire aussi, ça fait un petit peu penser à Welcome. Alors il y a un effet loto. Voilà, ce qui vient rejoindre le côté Welcome, c'est le côté loto où on est là en train de cocher des cases par rapport à des numéros qui sortent. Effectivement, on a un peu cette sensation-là. Ceux qui aiment aussi le loto, ils vont se faire plaisir aussi avec ce jeu. C'est le principe un peu du roll and white qu'on voit, c'est-à-dire c'est effectivement ça. Je coche des cases en fonction des résultats de dés. Alors dans Welcome, c'est les cartes, mais c'est des numéros pareils. Et donc chaque fois qu'on va lancer les dés et cocher des cases, on va retrouver cette sensation. Tu étais dans le thème dés en couleur cette Oui, cette semaine. Dés en couleur et 2 colonnes et 2 lignes pour gagner, c'est ça? Exactement. D'accord, ok, c'est bon, ligne, colonne et des cette semaine. Et il a réussi son challenge. Merci beaucoup Yann donc pour Qwixx. Avec plaisir. Un petit jeu en taille mais bien malin donc. Ouais. Et ça vous pouvez y aller, c'est pas très cher et vraiment le plaisir il est immédiat. Les yeux fermés. Donc, on approche un petit peu du moment de la fin de l'émission. Il nous reste encore un petit peu de temps quand même, malgré tout, rassurez-vous. On a au moins une dizaine de minutes. Le temps de vous présenter quelques jeux en bref, de vous dire aussi pour vous qui nous regardez, voilà, c'est pas du tout une fête du jeu, mais samedi, il y a une gratiféria d'organiser à Saint-Guillaumard. Et c'est une bonne occasion d'aller chercher des choses gratuites. Je voulais le souligner parce que dans ce monde, c'est pour ça que je dis à vous qui nous regardez ce soir, parce que c'est samedi qui vient là. D'accord. Mais dans ce monde où tout s'achète, tout se paye, tout se négocie et tout se consomme, proposer des choses gratuites, tout se jette. Voilà, c'est assez noble pour le souligner. Donc le principe est simple, tout ce que l'on ne veut plus, mais qui reste en bon état, inutile d'aller avec voilà, ceux qui ont des toilettes sèches, ça sert à rien de ramener mais non, mais dans ce cas-là, je viens plus alors.
Mais on le propose, on n'est pas là, c'est pas du troc, c'est pas de l'échange, c'est pas parce que je donne que j'ai le droit de prendre, c'est je viens, j'ai le droit de prendre. Si je donne, je donne sans regarder, sans compter. C'est des choses qu'on peut prendre aussi chez moi. Voilà. Pour faire gagner du temps à tout le monde, on peut arriver et dire tout ça c'est bon, c'est pour moi, je prends. Ouais, si t'as un grand camion, c'est ça. Maintenant, on dégage la zone et on joue. Allez. Donc moi je vais vous présenter quelques jeux en bref. Juste, il blague, mais moi je suis déjà allé sur des zones de gratuité comme ça, et ça peut faire cet effet-là aussi. Des gens qui arrivent et qui se disent « Ah, tout est gratuit, je prends, je me remplis ». Mais justement, le fait que ce soit gratuit, ça n'a plus de sens de vouloir accumuler, tout prendre. Là, on va plus chercher en fonction de ses besoins. Généralement, c'est l'année suivante que ces gens-là sont les premiers à donner. Tout ce que j'ai pris cette année, tenez, finalement, je m'en suis pas servi. Personne n'a une remorque à me donner. Finalement, j'ai compris pourquoi il me le donnait. Oui, c'est ça. Alors, le premier jeu dont je vais vous parler en bref, c'est Medieval Pong. Medieval Pong, j'en avais parlé à mon retour de Cannes parce que c'est un jeu qui m'avait tapé dans l'œil. C'est un jeu de chez Ravensburger. Alors, comme j'ai pas ma feuille, j'ai besoin quand même de mon pense-bête. C'est un jeu de Didier Le Nain-Bragard, Jonathan Favre-Godal. Et donc, c'est un principe de beer pong comme on voit aux États-Unis, où on va se lancer la balle pour rentrer dans le verre de bière et boire la bière. Sauf que cette fois-ci, on a une thématique Heroic Fantasy. On va faire donc son château devant soi. Son château composé. Et on vient de perdre une balle de ping-pong. C'est ça. À tout jamais. Exactement. Elle est partie très, c'est pas grave. Tant qu'on marche pas dessus. Bon, Composé de 9 tours. Dans nos tours, on va placer nos pions personnages qu'on a là. Et nos pions personnages donc de façon cachée. Et après, effectivement, on va lancer la balle. Chacun à même distance. Et dès que la balle rentre dans une gobelet, tour. Dans une tour. Non, on le met dedans. Ah oui. Tu le mets dedans. Et tu vois pas quand t'es. Toi, tu peux voir. C'est l'autre qui voit pas. Et s'il lance la balle dans ton gobelet, tu dis OK. Tu as donc découvert mon personnage. Le sorcier ou le roi ou la princesse. Et chaque personnage va amener un petit pouvoir. Ah, tu as mon architecte. Donc mon architecte va me permettre de protéger une tour en mettant une. Donc à toi d'essayer de la dégommer. Wow. Ah, tu as découvert le roi, donc tu as découvert une couronne. Mais il faut trouver les deux pour gagner la partie. Tu as découvert mon dragon, attention. J'ai un tour pour réussir à faire un one-shot dans une de tes tours. Si je rentre dedans, elle est détruite. Sinon le dragon furieux détruit une de mes tours à moi. Et donc dans le principe comme ça, avec des petits pouvoirs et des personnages, on va pouvoir aller se poutrer la tronche. Tout en prenant plaisir, tout en faisant un petit peu d'adresse, un petit peu de finesse. Je me souviens que tu as eu un gros coup de cœur sur ce jeu au Festival de Cannes. Parce que vraiment, je trouve vraiment sympa. Le matériel est vraiment de bonne facture. On a des tours en plastique, ça ne craint rien. Si ça tombe, ça prend pas beaucoup de place. Le jeu est suffisamment intelligent parce qu'il a fourni 9 personnages de base, mais il en fournit d'autres pour faire des variantes avec des petits bonus pour que les personnages changent. Donc Medieval Pong chez Ravensburger, c'est vraiment un jeu très malin, très efficace que je conseille à tout le monde, à condition d'avoir des mains pour lancer les balles. Je vais vous parler aussi de Speed Mandala. Alors Speed Mandala, c'est édité par Lifesteal, distribué par BlackRock. C'est un jeu de Manu Palo. Et là, on est plus dans le jeu un petit peu casse-tête. C'est-à-dire qu'on va avoir des mandalas de différentes couleurs. On va chacun prendre un bleu, un orange et un violet. Et puis ensuite, on va avoir des cartes qui vont représenter des symboles. Et à nous de retrouver ce symbole en superposant les mandalas de façon... Donc on est à nouveau dans la rapidité visuelle, à nouveau dans le côté est-ce que je m'essuie là devant. La manipulation aussi. C'est ça, manipulation, un petit peu de casse-tête, un petit peu de rapidité. C'est plutôt fun, plutôt original parce que là où on se dit que finalement c'est facile, y a des cartes très faciles. Quand il n'y a que 2 couleurs, on se dit je vois bien qu'on met le jaune en dessous du violet. Puis quand on aborde les 3 couleurs, finalement on se dit si je m'essuie là d'abord, celui-là en dessous, mince, c'est pas si évident. Quel âge tu conseillerais toi? Suivant le temps qu'on prend et la manière dont on l'aborde, il peut être joué très jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, moi, en vrai, 5-6 ans, je pense que ça passe si on enlève la limite de temps et le côté course, rapidité l'un l'autre. Je voyais très bien un enfant de cet âge-là. Il jouait même seul.
pour essayer de. Ah mais complètement. de réussir, et puis même pour le plaisir de créer les visuels, parce que là on doit représenter ce qu'il y a sur la carte, mais après rien n'empêche de superposer, de tourner les motifs et d'avoir d'autres et de se faire ses propres histoires aussi. On continue avec Flooping. Flooping, ouais, c'est un jeu de chez Blue Orange. Alors c'est un jeu de Nathalie et Rémi Saunier qu'on a reçu dans l'émission aussi il y a peu de temps, puisque c'était cette saison. Dans Flooping, le principe est simple, on incarne des mouches en escadrille, donc chacun dans son avion, et puis on a des cartes sur la table qui représentent des zones à atteindre. Alors attention, on a des zones plutôt bénéfiques, le poisson qui pue, effectivement, si la mouche se pose dessus, plus on est proche du poisson qui pue, plus on a de points. La plante carnivore, c'est l'inverse, il faut essayer de s'en éloigner pour marquer des points. Ça se fait à l'aveugle, j'ai ma mouche sur le doigt, je pose mon doigt sous mon menton, j'ai une contrainte de vol, je fais des zigzags, je fais des cercles, je dois taper 2 fois sur la table, je pars du haut, plein de façons de faire. Le but étant que mon doigt se pose sur une carte, et sur cette carte je vais marquer les points 0, 1, 2 ou 3. Je prends la carte devant moi, je mets le nombre de points visibles en face, et cette carte va me donner une nouvelle contrainte de vol pour ma mouche pour la fois d'après. Donc voilà, petit jeu qui passe très très bien aussi en famille. Les enfants s'éclatent, les enfants l'adorent. Chez moi, ouais, mais ouais, on est vraiment dans la représentation mentale d'un schéma, mais voilà, ouais, on le trace pas au droit là, on le fait vraiment, on va dire, on le fait pas horizontalement, on le fait verticalement. Voilà, je regarde par devers moi les jeux qu'il me reste à vous présenter que je n'ai pas encore. Ah, tu avais celui-ci. Ah voilà, et je le voyais pas. Sneaky Cards, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux, on le voit un petit peu partout parce qu'il a cette particularité. Alors on parlait des jeux Legacy où on va détruire le matériel et avoir une expérience unique. Là on ne détruit rien mais on perd son jeu, on l'éparpille. On paume ses cartes. Non mais c'est ça. Puisque le principe est simple, c'est un jeu de challenge. Effectivement, alors chaque jeu est propre à chacun, c'est-à-dire qu'on a un code qu'on enregistre sur internet pour dire mon jeu c'est tel numéro. Et puis après, on a des challenges à faire. Alors par exemple ici, prenez un selfie avec un inconnu et passez-lui cette carte. Donc j'arrive dans la rue, je vois quelqu'un, bonjour monsieur, faites un selfie avec moi, clac, et je vous donne la carte. Et la personne doit à son tour faire la mission et continuer le jeu. C'est un super moyen pour engager la conversation, ça. Alors certains y voient un super moyen pour engager la conversation, d'autres disent oh là là mais c'est un jeu, je vous jure, il faut aller vers les gens, c'est pas fait pour les timides, c'est pas pour ça. Alors il y a des choses où il faut aller vers les gens, les relous, mais ils n'ont pas joué les relous. Non mais tu vois, celle-ci par exemple, c'est laisser cette carte sur un siège de bus, d'avion ou de train. Là on n'a pas besoin forcément d'engager la conversation, on la laisse traîner et on espère que quelqu'un la voit, la prenne, parce que si vous la trouvez, prenez-la et laissez-la dans un bus, un avion ou un train différent. On joue le jeu et petit à petit notre carte voyage, cette carte a un code. Voilà, c'est et ça, donc, il faut raconte-nous le code. Et bien quand on a rentré notre code au départ pour dire mon jeu c'est tel numéro, et bien après on peut voir sur le planisphère un petit peu l'évolution de ces cartes et le voyage qu'elles font à travers le monde si jamais on a la chance d'avoir des gens qui jouent le jeu avec notre jeu. Avec qui t'as fait un selfie par à Kuala Lumpur. Et ben c'est ça, et qui fait un selfie avec un Guadalumpurien. Et ben il lui donne la carte et puis c'est à lui de. Non, puis il s'arrête parce qu'il saura pas lire le français sur la carte et il sera bloqué. Alors nous on a des jeux en français, il y a des jeux dans d'autres langues pour d'autres pays, mais voilà. Et puis ça encourage, c'est vraiment un jeu, on va dire, pour aller vers les autres, un jeu qui encourage à la bienveillance. Ouais, il y a des cette carte là, c'est aller donner votre sang et passer cette carte à quelqu'un que vous avez croisé sur la route. Écrivez un poème. Non mais voilà. Écrivez un poème, faites un plat personnalisé pour une personne. C'est vraiment de la bienveillance tout le temps. C'est jamais une crasse. C'est toujours. Donc, on espère que les gens à qui on passe la carte jouent le jeu, puisqu'il n'y a aucun moment où on leur demande d'être méchant avec quelqu'un d'autre, quoi. Fais gaffe à la carte que tu as tirée juste avant. Allez donner votre sang parce que ça peut être. Ça mal interprété. Allez, voilà. Allez, partez avec un inconnu.
Prenez une photo avec un inconnu et donnez-lui votre sang. Alors on a pas le droit de faire ses propres cartes. Hein. On verra bien que c'est pas la bonne. Hein. Si tu marques, viens avec moi, fais des trucs. Mais oui, c'est sur la carte. Bien sûr. Non, on voit bien. Mais voilà, on a plein de choses. On peut réaliser une carte au trésor. Comment Et bah c'est juste t'as le jeu dans la poche. T'as le jeu dans la poche. Tu regardes. Et puis voilà, parce que tu vois là. T'as un inconnu, t'as envie de prendre un selfie, tu vas pouvoir donner cette carte-là. Celle-ci, c'est donner cette carte à quelqu'un qui est déguisé. Et bah, suivant la situation, suivant le contexte et suivant ce que tu vas pouvoir en faire, c'est là que tu vas sortir ta carte, la dégainer. Alors, ça nécessite, au départ, t'as plein de cartes, donc tu te dis, oh là, j'arriverai jamais, donc tu sélectionnes un petit peu. Puis petit à petit, ton jeu va se rétrécir et donc tes missions vont être de plus en plus évidentes. Je vais être obligé d'aller donner mon sang. C'est ça. Mais rien ne t'empêche d'acheter un jeu pour aller construire un hôpital en Afghanistan et les saisir la carte. C'est ça, bah, ça serait bienveillant, encore une fois. Donc Sneaky Cards, le jeu des espions qui te donne des missions à faire, des missions bienveillantes, et où tu peux voir en plus tes cartes se balader dans le monde, on espère. C'est vraiment le jeu du moment, bien que de jeu... Là, est-ce que c'est vraiment un jeu puisque c'est des missions, c'est un jeu que tu achètes pour finalement le distribuer, mais voilà. Je sais pas si c'est un jeu, mais c'est un de société en tout cas. Mais c'est deux sociétés, tout à fait. Ça sera le mot de la fin pour l'émission de ce soir. Merci Talmo, tu l'as très très bien trouvé. On espère comme ça pouvoir refaire quelques émissions où on présentera multitude de jeux, parce que au final c'est ça aussi qui nous plaît à nous. On espère que vous avez pris du plaisir. On vous donne rendez-vous vendredi pour la rediffusion ou à un autre moment. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook de l'émission, la chaîne YouTube de l'émission, à nous suivre par plein de voies différentes sur SoundCloud, sur iTunes, en replay ou en direct. Nous on vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 15 jours. Allez, à ciao, bye. Salut à tous. Salut. Et on se quitte avec le groupe Marquis de Sade qui va nous chanter Wanda's Loving Boy, puisque dans 15 jours nous recevrons Damien